Dans le podcast cette semaine, c'est Oldies but Goldies. Nous discutons de bons vieux jeux qu'on aime avec Penelope Gaming. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle émission. C'est le 2e épisode d'une série. C'est pas trop difficile à compter jusque-là. Hein. Voilà, on arrivera encore à s'en sortir ouf. Et vous avez reconnu la voix de la personne qui va m'accompagner, Penelope Gaming. Salut Penelope. Ouais, salut Paul Gara. J'espère que tu vas bien et j'espère que tout le monde va bien parmi ceux qui nous écoutent. Et ouais, on se retrouve pour Oldies but Goldies. Ouais. Meilleure émission possible en fait. On peut pas faire mieux que ça parce qu'en fait c'était mieux avant. Oui, non, non mais j'exagère. Voilà, tu donnes déjà le ton de l'émission et tu as résumé le concept en fait. Oui, voilà, non mais on sait que c'est pas vrai, on sait que c'était pas mieux avant, mais il faut avoir des opinions tranchées dans la vie, sinon c'est pas drôle. Disons que peut-être que c'était pas forcément mieux avant, mais qu'il y avait des trucs bien et qu'il faut pas les oublier. Voilà, et que des fois faut se rappeler que quand même il y a certains trucs où c'était mieux avant. Alors ouais, il y a quand même quelques comme patterns de avant qui étaient cool. Voilà. Exactement. Et donc on avait dit, c'est un peu l'idée, c'était de faire en podcast un peu le prolongement du format qu'on fait sur ta chaîne Archéologeux. Parce qu'il y a des jeux qu'on peut pas facilement faire, parce qu'ils nécessitent des configurations à beaucoup de joueurs ou joueuses, ou parce que les temps de partie seraient trop longs, etc. Donc c'était un peu l'idée, c'était de pouvoir continuer. C'est un peu la continuité, c'est le spin-off, comme on dit dans les séries télé. Puis alors là, je suis vraiment exactement dans le thème. D'ailleurs, j'ai vu aussi ta sélection de jeux. On est bien dans on pourra jamais le faire à deux. Celui-là. Voilà, c'est un peu ça. Bah oui, parce que c'est l'intérêt. Hein. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des jeux qui sont, il faudrait être 5-6 parfois. Ouais. Et puis au moins 4 quoi. Donc on essaie de faire ça, ouais. Et puis c'est vrai qu'en plus, parmi les jeux qui remontent à justement il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, et jusqu'à la préhistoire du jeu de société, avant les jeux avaient énormément d'interactions et énormément d'interactions à nombreux autour de la table. D'interactions directes. Ouais. Exactement, d'interactions directes. Un peu si mais tu joues à deux et parfois même c'est pas jouable à deux. Les jeux étaient vraiment pensés pour 5, 6 et parfois même c'était bien qu'à 5, 6. Donc, et on l'acceptait. Voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeux qui sont bien à deux ou alors chacun dans son coin. Et je me demande aussi si on n'a pas plus de jeux qui nous sont indiqués comme jouables de 2 à 5. Mais quand tu y joues à jouer à 2, tu te demandes si on t'a pas un peu menti quand même. Alors ça, je trouve que c'était surtout vrai avant. Et je trouve qu'aujourd'hui... Il y a une amélioration, je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, on a une amélioration. Je pense qu'il y a même le phénomène inverse qui commence, c'est-à-dire... C'est bien à 2, mais quand on est 5, ça commence à être longuet et chiant. Parce que c'est pensé pour justement que ça soit la durée à 2 joueurs, elle est bonne. Et puis quand on arrive à 5 joueurs, c'est interminable. C'est assez intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a eu une vidéo de Amabel Hollande sur sa chaîne, justement, il n'y a pas longtemps, où elle parle de ça, en fait, des configurations des jeux en fonction du nombre de joueuses et joueurs. Et elle regarde donc quand tu es à plus de 2, le jeu à 2, le jeu solo. Quelles sont les différences en fait, et quels sont ça va pas du tout provoquer les mêmes dynamiques de jeu et ce que tu vas rechercher. Et en fait, c'est là que tu t'aperçois qu'effectivement, tous les jeux ne peuvent pas être adaptés pour toutes les configurations. Il y a vraiment des types de jeux qui sont vraiment pensés pour être joués au moins à 3, voire 4, 5. D'autres jeux qui vont être bien à peut-être 3 max, et que à 2. Et c'est pas du tout les mêmes sensations qu'on recherche, et c'est pas du tout non plus les mêmes types de jeux en réalité auxquels on va jouer. Ouais, aujourd'hui, on essaye de faire rentrer au chausse-pied on met des joueurs fantômes pour remplacer le joueur absent. Moi, je déteste ça, c'est insupportable. Tu oublies en plus. Et c'était quelque chose qu'on faisait pas avant. Les jeux commençaient à 3 joueurs parce qu'on se disait il faut être 3 minimum. Mais aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait le mode de joueur. Et un mode solo. Et alors, à l'inverse, il y a des jeux qu'il faut absolument que ça monte jusqu'à 4. Moi, je pense à, par exemple, un jeu comme Ancient Knowledge qui était parfait à 2 et qu'ils ont fait à 4. Et en fait, est-ce que c'était pas un jeu 1-3 joueurs et pas un jeu 2-4 joueurs, tu vois, Et puis, il faut absolument le mode solo. Et puis, il faut absolument... Il y a des jeux qui savent sur le papier tout faire. Mais je pense qu'on en reviendra parce qu'après, ça crée des déceptions dans les expériences de jeu et je pense que personne n'a y gagné parce que finalement, comme on a beaucoup de sorties, on rejoue peu à nos jeux, clairement. Et de fait, quand ta première expérience elle a été ratée, quand bien même tu saurais que c'est pour une raison de configuration et tout, est-ce que ça te suscite pas forcément ni l'envie, et on a aussi un problème de temps, clairement, qui fait que tu vas pas y revenir, et donc en fait ça dessert plutôt le jeu d'un point de vue du bouche à oreille en fait. Mais là ça nous emmène dans encore plein d'autres discussions sur la première expérience de ton jeu, c'est
c'est déterminant sur le fait que tu aies envie sur le d'y rejouer. marketing aussi, entre les parties, là en ce moment, moi je mène une guerre contre les parties d'initiation à l'intérieur des boîtes, avec des faux tutoriels qui ne marchent pas très bien du tout, pas du tout, et qui te donnent aucune expérience du jeu parce qu'on te donne pas toutes les règles, donc tu ne sais pas ce que et donc en fait sur le tutoriel, ou la première partie d'initiation, tu as l'impression que tout va bien, puis dès que tu passes à la partie 2, souvent encore partie 2 tu t'en sors, puis à la partie 3 tu as envie de mourir parce qu'en fait tu te dis mais en fait c'est plus du tout la même chose. Exactement. Et donc dire ce jeu, moi je pense toujours encore, je prends Ancient Knowledge qui est un jeu qui marche à 4 joueurs, ils l'ont fait jouer à 4 joueurs sur tous les festivals, et en première expérience 4 joueurs c'est abominable parce qu'il est interminable alors que c'est un jeu qui marche très très bien à 2. Et c'est comme ça. Oui, on peut avoir des expériences déceptives parce qu'on a une mauvaise évaluation du nombre de joueurs, parce qu'on a voulu simplifier les règles, parce que, etc., etc. Ça, c'est l'époque qui veut ça aujourd'hui. Il faut surtout essayer de faire jouer tout le monde. Et il faut surtout essayer de simplifier le passage, alors que c'est une connerie. C'est pas... Voilà. Bon, on va se lancer. Ouais, parce que sinon, là, on part sur d'autres discussions. Alors, on est toujours dans l'idée de faire 4 ou 6 jeux. Ouais. Donc, 2 ou 3 chacune. Ouais. Sachant qu'on ne s'interdit pas en fonction du temps qu'on va mettre à couper avant, ce qui fait que comme ça on aura pris de l'avance pour la prochaine fois, parce que oui, il y aura un Oldies 3, oulala, c'est incroyable. Quel spoiler. Mais là je m'en veux parce que j'en ai mis plein que j'adore très fort. Je me dis mais en fait je suis en train de commencer par tous mes préférés. Et à un moment, il va falloir aller fouiller quand même dans les moins bien. Mais non, parce qu'on a toujours des découvertes. Ouais, il y en a encore pas mal. Et le premier dont tu vas parler, c'est un jeu d'un auteur dont tu ne parles jamais. Tu ne parles jamais de Rainer Knizia. Jamais. Mais c'est pas... c'est... Bon, c'est un de tes auteurs préférés, c'est un de mes auteurs préférés. Ouais. Mais de toute façon, aujourd'hui, je fais 2 de mes auteurs préférés parce que on verra après, il y aura Friedman Friese, mais c'est vraiment moi, j'ai vraiment la mentalité du jeu à l'allemande. J'aime bien quand c'est carré, j'aime bien quand c'est épuré, j'aime bien quand il y en a pas des tonnes de surcouches. J'aime bien. C'est quand même aussi ça, c'est que souvent tu as 2 règles et ça te fait un jeu qui est top, quoi. Et d'ailleurs là, le jeu dont je vais parler, c'est l'exact exemple de ça. Donc je vais vous parler de Through the Desert. À la base, le nom c'est Durch die Wüste ou des Wurst. Des Wüste, je confonds tout le temps parce qu'en fait, il faut savoir que la blague, c'est que ce jeu s'appelle donc À travers le désert dans sa traduction littérale. Mais moi et mes copains, on l'appelle À travers la saucisse. D'accord. Parce que alors c'est un jeu de 98. Ouais, c'est un jeu de 98. Je pense chez Cosmos à la base d'origine. Tout à fait. Que c'est ça. Ouais. Et qui a plein de rééditions. Il y a même eu une réédition chez Allplay en 2024. Exactement. C'est la réédition la plus récente qui est très jolie. D'ailleurs, ils ont fait un très joli travail avec une boîte très réduite. J'ai eu l'occasion d'y jouer pendant les vacances. C'est pour ça que d'un coup, j'étais là. Quand j'y ai rejoué, j'ai fait mais c'est si bien. Pourquoi ça me les ramène à chaque fois que j'y rejoue après un certain temps. Je suis là genre mais qu'est-ce que c'est bien. Et donc oui, je vais quand même expliquer à travers la saucisse parce que Wüst ou Wurst, c'est toi qui es bonne en allemand. Je sais plus lequel des deux veut dire désert, et il y en a un autre qui veut dire saucisse. Et comme les 2 mots sont très proches, on dit entre nous, on le surnomme À travers la saucisse. Donc ce jeu s'appelle pour moi À travers la saucisse. Mais la vraie... Wurst, c'est la saucisse, et c'est Wüste, le désert. Le désert, voilà. Mais c'est quand même assez rigolo. Donc Through the Desert est un jeu en fait de la famille des jeux de placement de Rainer Knizia. De tuiles. Alors là, c'est pas des tuiles. Ça fait partie. C'est un des premiers trucs qu'on voit tout de suite. Ce jeu, il donne envie d'y jouer parce que déjà, quand on le regarde, il est magnifique. Ce qui n'est pas toujours le cas des jeux à l'allemande, et encore moins des jeux à l'allemande de 1998. Mais déjà, celui-là était beau à l'époque. On a l'impression de voir un plateau avec plein de bonbons dessus, parce qu'en fait, on va jouer des petits chameaux. Et on pose pas des tuiles, on pose des petits chameaux. On va jouer des caravanes, en fait, de chameaux à travers le désert. Ça porte bien son nom. Et ces petits chameaux, ils sont en plastique de couleur. Ils sont tout dodus. Ils sont tout agréables à manipuler. Il y en a des dizaines dans la boîte. Et quand on sort le matériel, il y a déjà quelque chose de je sais pas comment dire, mais on a envie d'attirant. Mais oui, d'attirant, de super attirant, puis de... Parce que le matériel son importance. C'est pour ça que dans le jeu de société, il y a quand même une matérialité qui est importante et qui fait que les expériences en ligne peuvent pas être... Enfin, moi, ça n'a rien à voir. Pour dire qu'on ne peut pas avoir une expérience du jeu sur une simple... Tant que tu n'y as pas joué en vrai, bien sûr. Tant que tu n'y as pas joué en vrai, parce que tu as le matériel qui compte beaucoup, quoi. Moi, les expériences en ligne, elles me servent surtout à vérifier les règles, en fait. À vérifier que j'ai pas fait d'erreur, parce que souvent, c'est automatisé. Mais sinon, pour ressentir... mais pour ressentir le jeu, par contre...
C'est pour avoir la pleine expérience. Voilà, la pleine expérience. Et moi, je parle souvent de sensualité du jeu, c'est-à-dire que oui, on a l'appel du matériel et du toucher qui est hyper important, qui est primordial dans le jeu de société. On en a déjà parlé plein de fois, toi et moi. Et dans ce jeu-là, c'est vraiment primordial dans À travers le désert, parce qu'on va adorer poser nos petits chameaux, et puis qu'il y a aussi des petits palmiers au milieu de la table. Il y a un petit décor qui s'installe. C'est vraiment hyper joli. Toute une pièce de théâtre en fait, avec un décor. Exactement. Et alors les règles, il n'y a pas plus simple qu'à travers le désert. En gros, à votre tour, vous allez poser des chameaux. En fait, vous avez il y a plein de chameaux de couleurs, il y en a des jaunes, des bleus, etc. Mais ils ne correspondent pas aux couleurs de joueurs. C'est une réserve en fait qui est disponible. Et nous, on a un chef de caravane par couleur. C'est-à-dire qu'on va avoir un chameau jaune, un chameau violet, un chameau rouge, etc. Mais à chaque fois, il aura sur ce petit chameau-là, seulement celui-là, il y aura un petit caravanier qui est assis dessus. Donc c'est hyper mignon, ça aussi, un petit personnage assis sur le chameau qui est de la couleur de notre joueur. Donc par exemple, là, moi je joue les bleus, tous mes petits caravaniers, ils seront bleus sur des chameaux de couleur. Donc ils ont 2 couleurs. Et en fait, on va poser d'abord stratégiquement tous nos petits caravaniers sur le plateau. Et après, chacun son tour, on va tout simplement devoir poser 2 chameaux sur le plateau de la couleur de notre choix. C'est-à-dire que je vais aller et on va pouvoir rallonger, en fait, on va agrandir. Cette fois-ci, je vais prendre 2 chameaux jaunes et je vais agrandir ma caravane jaune. Et tout le monde va faire progresser ses caravanes tout doucement sur le plateau. Pourquoi faire ? Déjà, premièrement, dès qu'une autre caravane va toucher un palmier ou une tuile qui rapporte des points, on va scorer des points. On va être le premier sur le palmier, bam, on score des points. On ramasse une tuile, bam, on score des points. Mais au-delà de ça, on va essayer de créer des zones. On va essayer de créer des zones fermées, en fait. Des zones fermées où il n'y a rien à l'intérieur et surtout pas un adversaire. Et si on arrive à fermer une zone, à la fin de la partie, on va scorer 1 point par tuile de cette zone, par espace de cette zone. Et donc, en fait, c'est tout un jeu d'observer l'autre, de voir, parce qu'on a 6 ou 7 caravanes en même temps, donc on peut pas les avancer, on va mettre que 2 chameaux par tour, donc on ne peut pas tout avancer, donc c'est vraiment, déjà le jeu est presque joué au moment où on pose les premiers caravaniers sur le plateau et on regarde et on voit à peu près ce qui risque de se passer. Et ensuite, il va y avoir même un petit peu de bluff, dans le sens où on va parler, et puis tu vas dire, non mais t'inquiète, moi je veux pas venir t'embêter par là, c'est pas ça qui m'intéresse, je suis en train d'essayer tu parles, le chameau suivant, c'est le premier que je pose. Il y aura des placements stratégiques, il va y avoir une histoire de tempo, il faut être au bon endroit, au bon moment. Il ne faut pas laisser l'autre prendre trop d'avance, il faut lui couper la route, il faut faire des coups de... On va avoir plusieurs stratégies. Là, il y aura la possibilité soit de se dire, les zones, je m'en fous, je vais chercher tous les palmiers, tous les trucs, et d'emmerder le monde au passage. Moi, je vais volontairement juste couper les lignes pour que personne n'arrive à finir ces zones, ou alors, au contraire, très consciencieux. On continue. Moi, je suis très comme ça. Moi, je continue toujours la même, en espérant. Et les gens se disent, non, mais on a le temps de lui couper la route. Non, vous n'aurez pas le temps, parce que je vais construire mon mur de Berlin. Et en fait, ce jeu fait partie de ces jeux qu'on énormément d'interactions. C'est-à-dire que... Et j'en parlais ce matin, je faisais un live et j'en parlais justement. Je disais, ça fait partie de ces jeux qui avaient encore pas de plateau personnel, mais uniquement un grand plateau central où on construit tous ensemble au milieu et où en fait... Ce qui n'est pas du tout la même... c'est-à-dire que la construction commune, pourtant tu pourrais dire on construit de la même manière, on essaie de faire... Et forcément, c'est pas du tout, c'est pas du tout le même type de jeu, quoi. Exactement. Et en fait, en ce moment, on a fait le constat avec une pote que effectivement le jeu, le plateau central tend à disparaître, entre guillemets. On a de plus en plus de plateaux perso, de plateaux individuels, de zones centrales qui sont un peu en fait des marchés, mais de moins en moins de zones centrales à interaction ou qui racontent quelque chose, ou de zones de contrôle. C'était très 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 courant quand même. C'était l'essentiel des jeux de société. C'était même le Monopoly. C'était un plateau central sur lequel on construit des trucs, on retourne autour, mais on n'avait pas de plateau perso, on n'avait pas toute cette construction perso de chacun dans son coin. Et là, on a cette espèce de joie, d'euphorie de voir tous ces petits... Je sais pas comment dire, c'est comme quand on avait joué, toi et moi, à Medina, tu vois. C'est ce truc... où oui, ça va être frustrant, on va se faire couper la route sous le pied, mais c'est hautement tactique. Il n'y a aucun coup qui est gratuit dans ces jeux-là. T'as aucune place pour te dire, bon, je fais ça, puis je verrai au prochain tour. Non, il n'y a pas de je verrai au prochain tour. Au prochain tour, si tu n'as pas fait la bonne décision, on va te couper la route, on va aller te prendre ce palmier, etc. Donc, c'est des jeux qui sont tendus, qui sont courts. Ça se joue en une demi-heure, qui sont fluides, qui se jouent très facilement, qui sont très rigolos, parce que bien sûr, quand tu vas choper le truc sous le nez de l'autre, ça va rigoler. Enfin, moi, c'est Through the Desert, c'est
un jeu que vraiment... Je me rendais compte que je le possédais pas, je le joue toujours chez des copains et tout, et là je vais m'acheter la version de roleplay parce que pour moi c'est presque un indispensable. Et tu vois, quand tu parles de l'interaction dans ces jeux-là, pourtant toi et moi on est d'accord pour dire que l'interaction c'est pas un problème quand il y en a pas. Bien sûr, on s'en fout. Voilà, c'est parce que qu'on se méprenne pas non plus sur nos paroles, parce que là-dessus on a vraiment, je pense, la même opinion. Raccord. Moi j'ai horreur qu'on te dise mais le jeu est pas bien parce qu'il y a pas d'interaction. C'est juste c'est des modes. Voilà, c'est des époques. Et c'est vrai qu'en ce moment, la mode n'est plus trop à l'interaction. Ce qui, moi, ne me dérange pas, parce que je prends du plaisir. En fait, c'est toujours, est-ce que le jeu est adapté à ça? En fait, ce qui est gênant, c'est quand tu as un jeu qui nécessiterait d'interaction et qu'il n'y en a pas, pour être bien. Comme il y a des jeux qui n'en nécessitent pas, et il n'y a pas besoin d'en aller en créer de... Quand les gens... Moi, je reprends l'exemple, c'est marrant, Unchained Knowledge est très cité aujourd'hui, mais Unchained Knowledge avait été cité sur son manque d'interaction, donc ils avaient rajouté 2-3 bricoles de mécanique pour aller détruire chez l'autre. C'était affreux, ça sert à rien. Moi, je trouve que c'est pas... Enfin, moi, elle me gêne pas, mais pour moi, le fait qu'il n'y ait pas... En fait, le jeu est une course, je pense que c'est là où il y a l'erreur. Beaucoup de gens l'ont vu comme une sorte dungeon building, alors qu'en fait, Unchained Knowledge, il est vraiment conçu comme une course, parce que c'est aussi un hommage à Race for the Galaxy, qui est une course en réalité. Et comme son nom l'indique pour le coup là, et en fait si tu l'abordes le jeu sous l'aspect course, il y a beaucoup plus d'interaction parce que là ça va être vraiment d'être très efficace très rapidement et pas forcément de construire le meilleur moteur. Tout à fait. Et c'est là où je pense qu'il y a eu une mauvaise analyse peut-être de certaines personnes sur ce qu'était l'essence du jeu. Moi j'ai toujours joué comme une course. Et même à 4, j'ai fait des parties à 1h15, tu vois. Donc, Et oui, moi, je mets pas du tout l'interaction dans mes critères numéro 1 de jeu. Au contraire, des fois, moi, je suis tranquille quand il y en a pas. Mais j'aime bien les jeux qui ont une interaction, comment dire, je ne sais pas, simple, saine, directe. Dans un jeu comme Through the Ages, le calcul est pas... Il y a des jeux qui peuvent être très intimidants, très durs. D'ailleurs, l'autre dont je vais parler après peut être assez impitoyable parce que c'est des jeux d'économie, c'est des jeux de gestion, c'est des jeux de voilà, et quand l'interaction est forte, on peut s'en prendre. Ça peut être un peu difficile à vivre quand on est moins bon. On peut se retrouver très très loin en arrière. Through the Desert, il y a vraiment ce truc de ça reste très familial, ça reste très rigolo. On va pas jouer 2h30, on va jouer une demi-heure et le but c'est de se bagarrer un petit peu, de se faire des sales coups sur le plateau, de se couper la route et ça crée de la rigolote. Et moi c'est vrai que c'est un... Oui, c'est pas cette interaction directe qui peut être vraiment déceptive quand tu y arrives plus, et que c'est toi qui t'en prends et que tu es là un peu la victime en fait. Exactement. Là c'est plus et qu'on mange sur ton dos quoi. Voilà, et là il y a plus le côté le fait que finalement c'est de bonne guerre et tout le monde s'en prend plein la gueule. Tout le monde a les règles, hein, voilà. Donc alors. Oui, ça fait partie de ces jeux, comme tous les jeux de cette époque, qui sont impitoyables aussi. Hein, c'est-à-dire que si tu te fais manger toutes tes lignes et que tu calcules pas bien, tu finiras avec peau de chagrin sur le dos, quoi. Mais il n'empêche que c'est quand même un jeu qui est Through the Desert, qui est vraiment très accueillant. Comme je sais pas du tout un jeu, c'est vraiment un jeu accueillant qui a vraiment, mais moi d'y avoir rejoué, qui a pas pris une ride. Hein. Donc tu conseilles à tout le monde d'aller l'essayer. Je conseille à tout le monde d'aller l'essayer. Je conseille de prendre la copie de Allplay qui est très très bien et moi là je l'ai fait découvrir. Oui, parce que parfois les rééditions on n'est pas toujours satisfait. Non là elle est vraiment très chouette. Ils ont même fait un plateau de nuit sur le verso. Je ne sais pas si c'était déjà dans la version d'origine, mais il y a un beau plateau nuit avec des petites règles différentes. Okay. Ils ont fait une boîte qui n'est pas trop grosse. Je crois que le tarif n'est pas hyper élevé. C'est juste que je crois qu'il arrive en français. Il est arrivé en français, je ne sais plus. Il me semble qu'il devait avoir sa version française. Mais voilà, je l'ai fait découvrir à des amis pendant les vacances. Ils ont joué en boucle. Parce que ça fait partie de ces jeux qui peuvent appeler à une revanche et une re-revanche. Oui, et une re-revanche. On a envie d'y jouer, d'y rejouer. Voilà, pour moi, c'est un des grands classiques de Knizia. Et il excelle dans ce genre d'exercice. Très bien. Bon, on continue avec le premier jeu pour moi. Vas-y. C'est pas, non des moindres, j'ai envie de dire, puisqu'on va parler de Rencontre Cosmique. Oh la vache. Ou Cosmic Encounter. Alors pourquoi je l'ai choisi ? Parce que figure-toi que jusqu'à le mois de mai de cette année, je n'y avais jamais joué. Mais non. Et je y ai joué pour la première fois à Iturvie avec Bruno Feduti en plus. Donc voilà, qui m'en avait tellement parlé que... En plus, là, déjà, l'année d'avant, j'avais loupé le coche pour qu'on y joue. Donc là, c'était hors de question de rater le coche. Ouais, donc Rencontre Cosmique, je pense qu'on peut dire que c'est peut-être, si on met Magic et Donjons et Dragons de côté, c'est le jeu le plus important de l'histoire du jeu de société parce qu'il a énormément influencé tout le jeu de société moderne. Et Catan. Ouais,
pense même que encore peut-être c'est encore. Non mais et Catan, je dis dans ceux qui ont influencé, dernièrement quoi. Et donc c'est un jeu de 1977, donc il est pas si vieux en fait, puisque il est à peine plus vieux que moi. Il est quand même assez connu en général, il est assez mythique. Il faut vraiment y jouer. Enfin, je le dis tout de suite. Numéro 1 du top de Tom Vasel pendant au moins, je sais pas, Tom Vasel de Dice Tower, pour ceux qui connaîtraient pas en nous écoutant. Mais ça a été son jeu numéro 1 pendant, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est un jeu de Bill Eberle, Jack Kittredge, Bill Norton et Peter Lotka. Donc Rencontre Cosmique, comme son nom l'indique, on va jouer dans un univers un petit peu de science-fiction, mais un peu barré, parce que c'est un jeu qui a aussi beaucoup d'humour, il y a beaucoup de trucs très décalés, c'est pas un jeu sérieux, il faut bien le voir, c'est presque un party game en réalité. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va avoir des règles très très simples. Pour l'emporter, il faut réussir à placer s'installer sur 5 planètes de ses adversaires, en tout cas avoir réussi à se placer dans 5 autres planètes. On va avoir des cartes rencontres, et en fait à son tour de jeu, on pioche une carte qui va indiquer qui on doit attaquer, ce qui est une idée géniale parce que ça évite le côté acharnement qu'on pourrait avoir et ressentir. Là finalement c'est le hasard qui dit qui tu attaques, il y a des cartes qui te laissent le choix, mais en principe, c'est déterminé par le deck de cartes. Donc déjà, je trouve que ça, c'est super malin parce que ça évite d'avoir comme c'est un jeu qui va être vraiment prend dans ta face. Enfin, tu t'en prends plein la gueule quand tu te fais attaquer potentiellement. C'est vraiment un jeu, là pareil, d'interaction directe. Ça évite le côté de sentir, tu peux pas en vouloir à l'autre, il n'a fait que suivre la règle de la carte. Donc, tu vas déterminer un joueur que tu attaques, tu vas dire combien de vaisseaux tu envoies sur sa planète. Lui, il va pouvoir déterminer sa défense, et ensuite, on peut appeler les autres joueurs et joueuses autour de la table à venir nous soutenir, soit en défense, soit en attaque. Ouais. Et on peut aussi jouer des cartes avec des très gros pouvoirs à différents stades de l'attaque. Et ensuite, on va résoudre l'attaque. Une grande subtilité, donc on va avoir des cartes qui vont pouvoir modifier les valeurs de combat dans la main de cartes qu'on nous a distribuées au début, etc., etc. Et on a aussi la possibilité de négocier. Et la négociation va avoir énormément d'importance parce que dans la négociation, on peut très bien se dire, écoute, finalement, on négocie. Alors, il y a une carte qui te permet de négocier. On peut aussi dire qu'on négocie, puis finalement, on négocie. Il y en a un qui ne négocie pas et qui attaque quand même. Ouais. Mais avec des compensations possibles. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut se dire, écoute, finalement, tu mets une planète chez moi, je mets une planète chez toi. Ça nous fait 1 point toutes les deux. Et puis, on se rapproche de notre objectif qui est d'avoir 5 planètes. Et on peut comme ça vraiment passer de l'attaque frontale à l'attaque groupée, parce qu'on n'est pas obligé de rejoindre ni l'attaquant ni le défenseur, c'est vraiment au libre choix. Et donc on laisse, parce qu'on peut perdre des troupes dans la bagarre aussi, donc on n'a pas toujours intérêt. Donc on va voir ça. Et le jeu est très connu aussi parce que on a chacun une faction d'aliens qu'on incarne dans le jeu, et qui sont toutes asymétriques. Il y en a énormément. En plus, il y en a eu d'autres qui ont été rajoutés par les rééditions, qui ont toutes des pouvoirs ultra puissants, on dirait des pouvoirs cheatés, comme on dit. C'est ça. Sauf qu'en réalité, c'est pas quelques-uns qui ont des très gros pouvoirs, c'est tous les pouvoirs sont énormes. Et quand tu regardes les cartes, parce que alors soit tu le fais au full random pour les distribuer, soit tu peux dire on choisit. Bon, il y a quand même une faction une race qui s'appelle Macron. Moi, c'est oui, j'étais en train de regarder. Je me disais, je fais la vanne ou pas, parce que forcément, c'est ça. Nous, ça nous fait marrer. Je pense qu'on n'est pas dans les autres pays du monde, et en 77, ça les faisait. D'ailleurs, Macron, c'est que Macron est né en 77. Je trouve ça hyper incroyable, drôle. comme Cosmic Enemy. Mais oui, mais finalement, c'était visionnaire. Peut-être que c'est un alien. Peut-être que c'était, c'est un envoyé de... Et donc, en fait, quand tu regardes, tu fais, non, mais ce pouvoir, il est trop bien. Je vais prendre celui-là. Ah non, mais en fait, celui-là, il est encore plus fort. Et celui-là, mais celui-là, il est encore plus fort. Et en fait, t'es là, tu te dis, oh là 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 là, mais ça va être terrible. Et t'as tout cet effet. Et en fait, c'est un jeu qui revendique le chaos, l'asymétrie très très violente, mais c'est vraiment assumé. Alors, effectivement, si t'aimes les jeux où tout est parfaitement équilibré et chiant, et où t'as l'impression, et à la fin, on finira tous à 1 point d'écart. Là, il faut accepter que ce sera les pouvoirs sont très puissants et peuvent changer complètement ce qui va se passer autour de la table en fonction des factions qui auront été distribuées. Il faut accepter que les cartes puissent tout changer. Il faut accepter que ce soit un peu chaotique, parce que forcément ces alliances qui se défont,
où on peut négocier, voilà. Et puis tu peux même avoir des parties. Enfin, moi, on en a fait 2 parties quand on y a joué la première fois. J'ai rejoué après. On était 5. Okay. J'ai quand même dit à une personne, je m'excuse, je lui ai dit, tu sais, on est venus ensemble en voiture, je peux très bien rentrer toute seule. Je tiens à préciser que ce jeu m'a rendu horrible. J'étais affreuse. Mais vraiment, mais je pense que c'est le genre de jeu qui peut rendre affreux. Et vraiment, et alors en fait, tu ne gagneras. Le jeu n'est pas long du tout. Parce qu'en fait, on a même souvent, si tu joues à 5 ou 6, tu as à peine le temps d'aller jusqu'à faire le tour complet pour qu'on attaque. En général, tu as fait un tour complet, la partie se termine. Et tu. Sérieusement ? Oui. Tu joues une fois par joueur ? Quasiment, ouais. Ah, c'est incroyable. Parce que nous, quand on a joué, je réfléchis à combien on était peut-être 6. En fait, ça a fait un tour complet. Et une partie dure combien de temps ? Moins d'1 heure. C'est 1 heure max, parce que... Tu me donnes envie d'y rejouer, parce que j'y ai joué qu'une fois. Et il faut accepter que tu vas rarement gagner seul. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on n'est pas tellement habitué. Ça va être impossible de gagner seul. T'as intérêt. Et la question, c'est de savoir, est-ce que tu préfères gagner à 2 ou perdre à 3, en fait, ou essayer de gagner tout seul pour finalement perdre à 3. Ouais, et pareil, moi j'ai eu une partie où moi j'étais à 4 points, il y avait un autre joueur autour de la table qui avait 4 points, c'est Mathieu, je lui fais un petit coucou s'il nous écoute. Ça arrive à moi, je sors une couleur, et c'est la meilleure personne que j'avais à attaquer en fait. Ouais. Je sors la carte, je pouvais attaquer qui je voulais, je le regarde, je lui dis, écoute, nous avons 4 points, ils sont tous derrière nous, je te propose qu'on négocie, parce qu'on mettra chacun la planète chez l'autre. On prend un point, on a 5 points tous les deux, on a gagné tous les deux. Il me fait, deal. J'aurais pu le trahir à ce moment-là. Ouais. Je ne l'ai pas fait, mais parce qu'en plus, j'avais pas forcément intérêt sur ce coup-là. Et ça, c'est des trucs, tu vois, en termes de souvenirs et de dimension même dans le jeu psychologique, en fait. Et après, forcément, tu vas rejouer, tu vas avoir tout le métagame qui va s'installer. Parce que forcément, là, on a joué 2 parties d'affilée. T'as l'expérience. Ce qui s'était passé à la partie 1, on l'avait bien en tête. Ouais. Et je pense que si je rejoue avec les mêmes personnes, fatalement, tu vas avoir tout ça qui va se mettre en place. Voilà, donc c'est vraiment un jeu auquel je vous encourage à jouer. Je ne sais pas s'il est facilement trouvable. Les règles sont vraiment pas compliquées. Par contre, il n'y a pas de version récente, moi, il me semble. Je crois que la dernière version, elle est de 2008. C'est une version de chez Edge. Moi, je l'ai acheté pas en France parce que j'arrivais pas à le trouver. Donc, je l'ai acheté... Je l'ai fait acheter dans un autre pays et je l'ai récupéré. Voilà, et il faut comprendre qu'il y a beaucoup de jeux qui sont inspirés de ça. En fait, par exemple, tu vois, un Small World où tu as ces gros pouvoirs aussi. Enfin, chaque tu vas avoir... Alors là, tu as une combinaison de pouvoirs. Forcément, c'est inspiré de ça. Même forcément les voyages de Marco Polo où t'as les personnages avec t'as une asymétrie de personnages qui ont des pouvoirs très 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 violents, très très puissants. Forcément, Magic n'existerait pas sans Rencontre Cosmique. Il y a une petite... Enfin, c'est un jeu de 1977, on est en plein dans l'époque des jeux de rôle aussi, et je pense qu'il y a quand même une dimension jeu de rôle dans... Il y a du roleplay, c'est-à-dire que tu peux choisir Effectivement, c'est un jeu qui va inciter à t'approprier l'univers du jeu, et fatalement, c'est pas comme quand tu joues au Château de Bourgogne où tu n'es... J'adore les châteaux de Bourgogne, mais tu n'es personne. Je veux dire, on peut pas dire que t'as pas de thème très immersif. Tu poses des tuiles et tu combines au mieux ton petit puzzle et c'est très bien comme ça. Mais tu te sens pas, d'ailleurs, un Château de Bourgogne qui se passe dans la vallée de la Loire, c'est toujours très drôle, mais tu te sens pas comme effectivement un noble. C'est drôle, j'avais jamais fait. C'est première ligne de la règle. C'est la vision des jeux des châteaux de France, tu sais. En fait, je pense que c'est vraiment que pour l'allitération du nom en allemand qu'ils ont choisi ça, mais parce que c'est la première phrase du livret de règles des Châteaux de Bourgogne, c'est dans la vallée de la Loire. Ok. What? Bon, il n'y a pas que les Américains qui sont nuls en géographie, mais c'est pas grave. Mais ouais, du coup, t'as vraiment ce côté, forcément, tu vas t'approprier le jeu. Et puis, c'est ce genre de jeu où on te dit, oui, le cercle magique, t'es quand même super à la frontière, voire carrément dans la vraie vie. Parce que quand tu commences à menacer les gens de ne pas les ramener en voiture, je pense qu'on peut considérer que t'as un peu été au-delà de l'étanchéité entre le moment du jeu et le moment de la vraie vie, quoi. Donc vraiment, moi, ça a été une super découverte. Je suis hyper heureuse. Après, je l'ai acheté direct. Enfin, je me suis débrouillée pour le récupérer. J'y ai rejoué depuis. Effectivement, voilà un jeu. On se doute bien qu'on va pas y jouer à 3. Non, c'est ce que j'allais dire. Voilà, à 3, ça n'a aucun intérêt. Et même à 4, c'est limite. En fait, nous, quand on a joué à 6, c'était vraiment canon, quoi. En fait, je pense que c'est même des jeux qui ont été pensés pour être joués à leur nombre maximum. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un party game. Et là aussi, une très très haute interaction. Donc encore une fois, on n'est pas en train de parler
de bien ou pas bien, mais vraiment de dire que c'est une époque où l'interaction était complètement majeure et on jouait surtout aux jeux de société pour avoir une interaction avec les autres. Exactement, et c'est vraiment ça qui est le cœur du jeu. Et il faut accepter, alors bien sûr, il faut accepter le déséquilibre. Il faut accepter que c'est un peu transgressif comme jeu, finalement. Ouais. Parce que ça va à l'encontre un peu des idées qu'on aurait tous, que tout est égal, etc. Non, en fait, faut accepter ça. Il y a une espèce de rééquilibre dans le déséquilibre. Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est les joueurs et joueuses qui vont rééquilibrer le jeu, finalement, dans leur comportement. Et les auteurs, ils ont aussi réadapté en fait, le système à un jeu qui s'appelle Dune, et qui marchait très très bien avec l'univers de Dune. Et ils ont fait un autre jeu que j'ai récupéré, qui m'a été conseillé par Pierre Poisson-Marquis, qui s'appelle Darkover, donc qui est dans un univers de livres de science-fiction. Je donnerai pas le nom d'autrice parce qu'elle a été accusée de pédophilie, donc j'ai pas envie de dire son nom. Merde. Bon, après, elle, c'est que le background du jeu, mais le jeu, ils ont fait un jeu comme ça où tu résous des combats par le jeu de la barbichette. Mais non. Voilà. Je vous dis juste ça. Et si avec ça, vous n'avez pas envie d'y jouer, donc Darkover, le jeu de la barbichette. Oh là là. Et plein d'autres trucs absolument dingos dans ce jeu. Mais oui, mais c'est en fait, effectivement, moi j'avais un souvenir de. Alors moi j'avais fait une seule partie il y a très longtemps, beaucoup trop tôt. Tu sais, dans ma carrière de joueuse, beaucoup trop tôt. Au moment où tu es en train de découvrir Takenoko, j'exagère, hein, mais là d'un coup tu te prends un Cosmic Encounter et tu fais mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On n'était que 3, donc pire expérience du monde. Et du coup, je pense que j'ai eu la pire expérience possible de Cosmic Encounter. Et là, de t'entendre parler, ça me donne très, 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 très envie de refaire une partie. Et moi, c'était un jeu auquel je ne voulais pas jouer. Je ne sais pas pourquoi. J'avais fait un blocage, tu vois, et c'est à force d'en parler, d'en entendre. Moi, je pense que. Mais j'ai des jeux, c'est comme Twilight Struggle, tu te rappelles, je t'avais dit. Il y a des jeux comme ça, je fais des blocages, alors des refus d'obstacles, alors que c'est merveilleux, tu vois. Donc, mais vraiment, moi, Cosmic Encounter, j'aimerais bien en refaire une partie à nombreux. Et puis avec. En fait, c'est cette simplicité qu'aujourd'hui, je pense, j'arriverai à voir à l'époque, quand tu abordes le jeu par toi-même, sans que quelqu'un te le présente. Parce que la seule complexité, c'est juste que il faut lire les textes sur tes cartes, mais mais c'est pas une complexité mécanique, c'est juste après, effectivement, quand c'est ta première partie, tu vas peut-être moins bien voir comment utiliser tes cartes à bon escient, mais ça, c'est comme tous les jeux de cartes, et c'est, voilà, ça, il faut... Après, faut aimer la négociation. Parce que, alors, moi, la négociation, c'est mon point faible. Et voilà, et l'intimidation, c'est-à-dire que c'est le genre de jeu où on peut facilement, si on est un petit peu impressionnable, on va dire, où le jeu va pas forcément vous mettre à l'aise et on peut se faire bouffer par les autres. Moi, c'est qui tout double ce genre de jeu. Je pense qu'il faut bien choisir ses joueurs. Il y a des jeux où je suis vraiment paralysée par ce genre d'interaction, et dans ce jeu-là, je ne sais pas ce que j'avais. J'étais boostée et j'étais la pire personne du monde. Peut-être parce que c'est le cœur du jeu. Tu vois, il n'y a pas d'autres choses à calculer. Il n'y a pas, des ressources à donner, des trucs. Est-ce que à mon combienième tour je suis, tu vois, non, tu sais que c'est ça le jeu, t'es là pour le jeu va reposer là-dessus. Et donc, tu mets toute ton énergie dedans et t'y arrives. Tu vois, moi, les jeux moi, j'ai joué à Pax Pamir, qui a de la négociation. J'ai pas du tout aimé. On en reparlera dans une autre émission, mais j'ai pas aimé cette négociation en mêlée avec d'autres choses. Et je suis là, genre non, mais attends. Me prends pas la tête. Non, fous-moi la paix. Je reste toute seule. Et Cosmic Encounter te pousse à ne pas rester seul, te pousse à être avec les autres, te pousse à discuter, et c'est ça qui est fort. Mais effectivement, et je l'ai pas dit non plus pour à travers la saucisse, mais pour à travers le désert, through the desert, vraiment c'est aussi un jeu à 2 n'a aucun intérêt. C'est des jeux qui se jouent à minimum 4 ou 5, et c'est au top quand t'es au top maximum de joueurs et que le jeu délivre son plein potentiel. Tu continues ? Je continue. Avec lequel tu veux que je continue ? Celui que tu veux. Eh ben, écoute, on va faire un autre jeu qui demande d'être... les deux demandent encore d'être nombreux pour que ça soit marrant, mais le jeu où c'est indispensable. Haute tension de Friedman Freeze, Haute tension, qui donc est un jeu de 2004, Power Grid. Mais la première version, c'est 2001. Ça s'appelait Funkenschlag. Voilà. Un nom en F, puisque c'est un jeu de Friedman Freeze. Freeze, je le dis bien. Voilà. Tu le dis bien. Ouais, mais moi, je dis bien les mots en allemand. Si on dit mal les mots en allemand, de toute façon, Hammer, il nous gronde. Ouais. Donc, mais moi, j'ai fait un peu d'allemand, donc j'ai un peu d'exercice. Voilà, toi, tu dis pas Dimacher, toi, tu dis bien Dimarer. Oui. Et puis, je dis le Spiel des Jahres. Voilà. Mais bon, on va pas vous engueuler, c'est pas grave, mais ça nous défrise. Vous irez... elle est belle. Elle est bonne. Hein. Vous irez tous sur Duolingo et...
Et comme ça, vous recevrez des messages de Duolingo qui vous dira je l'attends. Donc voilà, Power Grid de Friedman Freeze. Vous m'excuserez si je fais quelques petites erreurs parce que j'y ai joué, mais j'y ai joué il y a un petit bout de temps, mais je l'ai tellement aimé que j'avais envie d'en parler là. C'est un jeu dans lequel... Alors, c'est... Vraiment, il y a des jeux qui ont des thèmes où ils essayent d'être sexy. Tu vois, ils essayent de faire en sorte de te donner envie de jouer au jeu. Tu veux dire que t'as pas du tout envie de gérer des problèmes électriques, pas du tout. Non, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, moi, j'avais, il y a des jeux où c'est parce que à force qu'on te dise c'est formidable, tu vois des notes 10 sur 10 par un tel, tu te dis faut vraiment que j'y joue quand même un jour. C'est pas possible que j'y joue pas. Tout le monde dit que c'est génial et tout, mais alors à chaque fois que tu regardes la couverture, tu vois ce mec en train de monter un potard électrique sur un mur. Il y a écrit que c'est un jeu d'électricité. Tu regardes la map, on dirait un mélange de couleurs de vomi étalé sur un plateau. On t'explique que tu vas acheter des centrales d'énergie et puis de la matière pour alimenter tes centrales, pour donner de l'électricité, pour relier des visées, etc. Tu fais ah ouais. Dans la catégorie des jeux sexy, je ne demanderai pas Power Grid ni haute tension. On est vraiment dans le jeu dont les gens peuvent dire c'est les jeux moches à l'allemande. On est en plein dedans, on nage dedans. Ça n'a même pas le charme et suranné d'un Bruges. Ouais. C'est juste austère au maximum. Et en plus, tu joues le rôle de vraiment... rien à foutre. Moi, je vais faire des entreprises qui tournent au charbon et je vais polluer l'Allemagne. Bon, alors après, si tu t'en sors bien, parce qu'en plus, ça se passe en Allemagne. Ai-je oublié de préciser que la carte, c'était l'Allemagne pour sombrer dans le... Tu vois, pour rajouter une petite couche. Dans l'austérité. Mais le jeu ne te... Alors, au bout d'un moment, effectivement, tu vas pouvoir faire des centrales qui sont avec des éoliennes. Et voilà, mais le cœur du jeu, au début, c'est pas ça. Hein. Le cœur du jeu, au début, c'est vraiment... En gros, on va essayer de développer un réseau et de se faire un maximum de pognon, hein, c'est vraiment ça. Et en achetant des centrales aux enchères dans un premier temps, et donc il y a une phase qui est assez impitoyable. D'enchères. Ouais, d'enchères. Hein. Si on n'est pas bon aux enchères, il y a des gens qui sont sont vraiment il y a je trouve plus terme, il y a qui peuvent pas les enchères. Moi je suis pas dans la catégorie douée aux enchères. Hein. Je suis dans la catégorie non mais laissez tomber. T'achètes rien ou t'achètes un truc beaucoup trop cher? Non mais t'achètes rien. Puis au moment où ça fait 3 tours que t'as rien acheté, tu fais bon bah d'accord, je la prends. Je vais claquer tout mon argent. Claque ta thune dans la seule usine trop chère de toute la ligne que personne ne voulait, c'est toi qui la prends. Mais en gros, tu achètes des centrales. Tu vas ensuite acheter de la matière première pour alimenter ces centrales. Là, tu as un effet, tu as un aspect un aspect économique. Il y a un aspect économique de simulation d'offres, de cours, pas de plus tu achètes d'une cotation et d'offres et de demandes. Plus tu achètes d'une ressource, en gros, moins elle sera chère ou plus elle sera chère. En fait, alors là, en principe, si tu en achètes plus, le prix monte. Le prix monte puisqu'il y en a moins. Voilà, exactement. Et elle devient de plus en plus rare. Et oui, c'est ça la logique. Et donc, avec cette matière, tu vas pouvoir alimenter tes centrales électriques, tu vas poser des lignes, ça te coûte des ronds de poser des lignes. Pareil, c'est un jeu où le placement de départ, où tu vas te poser au départ est primordial. Donc ta première partie où tu joues avec des gens qui ont déjà joué, qui se mettent exactement là où il fallait, et où toi, tu te dis je vais me mettre là-bas toute seule. Mais en fait, c'est parce que ta zone n'est pas super intéressante, parce que les zones rapportent plus ou moins de points, etc., etc. Donc tu poses tes lignes. Et ensuite, tu vas activer tes centrales pour essayer d'alimenter ces lignes, faire que l'électricité circule, et ça va générer de l'argent. Dit comme ça a l'air extrêmement simple. Ça l'est. Ouais. C'est une des forces de haute tension. C'est extrêmement simple. Mécaniquement, c'est... Mécaniquement, et puis comme le thème, ce que tu fais dans le jeu et ce que tu fais à la fois dans l'histoire racontée par le jeu et ce que tu fais toi autour de la table, ça concorde. Oui. C'est le genre de jeu où tout est logique dans ce que tu fais en fait. Il y a vraiment une adéquation entre tout à fait l'univers proposé et la mécanique de jeu, quoi. Tout à fait. Il y a une haute thématique, c'est-à-dire que vraiment haute tension à une haute thématique. Bon, après faut aimer être en train de faire ce qu'on fait. Sûr. Mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le thème, mais au moins on sait ce qu'on fait. Oui, ça a du sens. C'est ma fameuse théorie les thèmes sexy ne sont pas forcément les plus faciles à appréhender parce que on comprend pas bien ce qu'on est en train de faire. Quand je suis censée dans certains jeux être en train de faire quelque chose d'artistique et que je le ressens pas parce que voilà de la peinture. J'ai rigolé, tu sais, parce que j'ai joué il y a pas longtemps à Planta Nubo et nous on est sortis de la partie en se disant que franchement ce qu'on faisait n'avait rien. Aucun putain de sens. On comprend rien. Tu peux pas t'expliquer le jeu d'user par une sorte de logique de ce que tu ferais dans le jeu. Tu
ne comprends rien. Et alors, le problème de ces jeux-là, c'est que sur le papier, c'est charmant, parce que ça te vend un univers des gens qui vivent en haut des arbres, où ils alimentent avec une énergie de machin, de trucs. Vraiment, là, il y a une espèce de branlette intellectuelle qui n'en finit pas. Et parfois, c'est même des jeux où on te dit « Ah, vous allez faire de la peinture ou, ah, vous allez faire de la musique ». Et au moment où tu joues, tu te rends compte que ou des poèmes. Tellement... Oh là là. Et en fait, tu fais pas du tout ça. PSOA, le pire jeu thématique du monde. C'est là, vraiment, ça ne marche pas. Alors que finalement, il vaut mieux rester à des trucs qui marchent, quoi. Plutôt mais évidemment, qui sont peut-être moins sexy. Ce qui est sexy dans l'écriture, c'est d'écrire, c'est pas de jouer. Donc, quand tu te retrouves à acheter des petites tuiles avec 3 pauvres lignes dessus que tu n'as pas écrit, tu n'as aucun ressenti thématique dans PSOA. Dans un jeu comme Plantanubo, tu te retrouves à dire bon bah je vais prendre 3 cubes marrons et 3 trucs. Alors c'est des fleurs et je vais les livrer. Tu sais et comme tu comprends même pas ce que tu es en train de faire, tu finis par parler de façon triviale et tu te sors du thème. Alors que dans Haute Tension, quand tu es en train de jouer, tu te rends compte que tu es en train de devenir le pire entrepreneur de l'histoire. T'es dégueulasse. Tu fais non mais moi j'ai besoin de charbon là. Moi, j'ai besoin de charbon, je peux pas alimenter mes usines, ça va pas du tout. Et tu te retrouves à parler comme ça et tu te rends compte que le thème te passe à travers. Et c'est ça qui est magique, c'est des jeux, un vrai bon thème, c'est ça. C'est pas un thème qui est beau, qui est joli, ou un lore qui est construit. C'est un thème qui prend possession de toi. Tu te retrouves à parler et à t'approprier le vocabulaire et tu joues ce rôle malgré toi. Et ça, moi, je trouve ça hyper fort. Et dans Haute Tension, tu l'as complètement. Il y a un magnifique équilibrage en plus entre justement la planification, l'optimisation, l'adaptation. Il y a vraiment... Haute Tension, tu as à la fois un plan à long terme et à la fois, même si tu as ton plan à long terme, il faut savoir se dire, il y a un moment, je vais peut-être avoir des bâtons dans les roues et il va falloir que je me réadapte. Et ce jeu, il propose ça. Il a une rejouabilité de dingue parce que en fonction des gens avec qui tu joues, le jeu n'aura rien déjà, à les voir. Enchères... Enfin, c'est un des avantages des enchères, c'est que là, c'est complètement joueur et joueuse dépendant. Parce qu'on n'a pas du tout... Les enchères, c'est quand même quelque chose qui est très en fonction aussi de ton tempérament, en fait, de ta personnalité. Et donc, la personnalité des gens autour de la table va marquer forcément la phase d'enchère. Puis ce qui est horrible, c'est les enchères quand tout le monde voit ce dont tu as besoin. Enfin, ce moment où tout le monde te regarde et fait « Bon, bah toi, on sait ce que tu veux. » Et toi, t'es là dommage. Dommage pour toi, tu l'auras pas parce qu'on va pas te la laisser. Et toi, t'es là genre non. Et voilà. Et en fait, c'est un jeu qui a, certes, il est austère, certes, il a un thème pas sexy, certes, il peut être un peu long. Parce que même s'il a des règles extrêmement simples, l'analysis paralysis, il peut arriver dans ce jeu parce que des fois, il y a des décisions à prendre qui sont très importantes. Ouais, c'est un jeu. C'est punitif si tu te plantes quand même. Voilà, c'est très punitif. C'est des jeux qui sont exigeants et qui sont impitoyables. Mais quel pied, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'est quand j'ai joué à ce jeu-là, ça fait partie de tous ces jeux que je cite en disant waouh, quel pied. C'est les jeux qui me rappellent pourquoi j'aime jouer aux jeux de société. C'est l'engagement que ça crée du début à la fin de la partie. Il n'y a pas un moment où tu décroches, il n'y a pas un moment où tu regardes en fait, c'est vraiment ça. C'est des moments où c'est cette notion d'engagement que parfois on a du mal à expliquer quand on dit... Moi, je dis souvent, il y a des jeux que je trouve... désengageants, en fait, qui me font cet effet que je me dis, je passe en pilotage automatique et je joue sans jouer. Alors moi, en plus, j'ai une capacité à me désengager très très vite des jeux, faut le savoir. Mais pas que des jeux. Voilà. et du coup, moi, c'est vraiment un gros problème que j'ai. Et il y a des jeux comme ça où on m'explique les règles. Alors, je suis la pire personne parce que j'écoute toujours d'une oreille, je fais toujours autre chose en même temps. Moi aussi. Si je commence à être focus, si je commence à être focus dans les règles et pour la petite histoire, on va faire un live après. Ouais. Et le jeu dont on va parler tout à l'heure, c'est un jeu, on m'a expliqué les règles, j'étais focus. C'est bien. Et j'ai joué, j'étais focus toute la partie. Ouais. Et ça veut dire que je me suis vraiment engagée dans ce que je faisais. Alors qu'il y a des tas de jeux où je joue sans aucune conviction parce que je sais qu'en plus, quoi qu'il se passe, je finirai on va finir dans un mouchoir de poche, les fameux jeux où tu finis tous à 2, 3, 4 points, en ayant l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Ouais. Et ça, c'est le sentiment que je trouve le plus détestable au monde. Alors j'ai gagné, mais je sais pas comment. Là, t'as un jeu où tu sais que... tu sais pourquoi t'as gagné. Si t'as perdu, c'est que tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Moi, si t'as gagné, tu peux te féliciter. Et ça fait même partie de ces jeux où quand tu perds, c'est pas grave. Ouais. Moi, j'ai perdu à Haute Tension. J'ai perdu misérablement. J'ai perdu, mais j'ai pris un pied fou. Et à chaque tour, j'ai pris un pied fou parce que à chaque tour, je me disais, je sais ce que j'aurais pu faire. C'est-à-dire qu'en fait, je jouais pas bien, je prenais une grosse claque, les autres jouaient mieux, ok, mais à chaque tour, je me disais, mais si j'avais fait ça. Mais si j'avais pensé comme ça au départ. Mais si j'avais vu enchéri ça à ce moment-là. Si j'avais acheté ça.
Et donc tu vois toute la marge de progression possible, tout ce que tu aurais pu faire de mieux. Donc tu n'as qu'une envie, c'est rejouer. Et aussi, tu parlais de la concentration à l'écoute des règles. C'est aussi pour ça que c'est important, les thèmes simples. Parce que un thème simple, c'est un thème qui te permet, pendant qu'on t'explique les règles, de comprendre ce qu'on est en train de t'expliquer. Parce que moi, oui, d'accord, on a peut-être une attention du degré 0, toi et moi, et on est souvent il y a un truc qui passe par la fenêtre. Mais c'est aussi que des fois, il y a des règles où quand on commence à te sortir des termes, les yokai de machin truc bidule, les esprits de la forêt de mon tu vois, je décroche. Je suis là genre ça n'agrippe pas mon cerveau de façon claire. Parlez-moi de production, parlez-moi de chaîne, parlez-moi de tableau à acheter. Dans Agricola, quand on dit il va falloir que tu aies 2 moutons pour faire un 3e mouton, c'est clair. Ça te paraît voilà, il n'y a pas de problème. Et donc Haute Tension, pareil, hein, c'est un jeu qui demande plutôt à être joué à son nombre maximum, ou en tout cas ça va jusqu'à 6 joueurs, et je dirais que le meilleur c'est entre 4 et 5, parce que 6 ça commence à être un petit peu long, parce que c'est un jeu qui peut durer plus de 2 heures, et ça n'a pas une difficulté infernale. Franchement, jouez-y, parce que là, si vous êtes un joueur expert, faut que vous sachiez ce que c'est qu'un vrai jeu expert, quoi. Non mais vraiment, c'est exactement ça. Un vrai jeu expert, c'est ça. Et j'en profite pour dire que Friedemann Friese, avec ce jeu et avec d'autres récemment, est en train de rentrer dans mes auteurs favoris, parce que ce que j'aime, c'est la diversité de ses créations. Ce mec-là, il sait tout faire, ou presque. Il te fait un jeu de pli, il arrive à faire un jeu de pli, et en plus, il arrive à faire un jeu de pli différent. Il fait un jeu de réseau, il fait un jeu de deck building, en fait, à chaque fois, on a l'impression qu'il fait une expérience. Il fait une expérience qui est toujours pure dans ses règles, qui n'a jamais de surplus, et en même temps, il se dit toujours qu'est-ce que je pourrais mettre qui serait marrant, qui serait rigolo, qui serait en plus qu'on n'a pas vu. Alors, Haute Tension, c'est un de ses premiers jeux, on sent c'est sérieux, mais je trouve que vraiment découvrir la ludographie de Friedemann Friese, c'est un bonheur. Un bonheur, et ça me réserve quelques bonnes parties encore. Super, alors moi je vais continuer avec un jeu beaucoup plus léger et un peu plus récent, puisque c'est un jeu de 2015, donc on est... Wow, t'es ric-rac, je sais pas si t'es pas hors jeu en vrai. Ouais, un peu, on a dit on est à 10 ans. Allez, ça marche. Bon. C'est un jeu de pli. Oh la vache. Alors toi tu n'aimes pas une grande fan de jeux de pli, je le sais. Je sais pas si tu le connais, il s'appelle Nine Lives. Il a un point commun avec Frozen Desert, tu sais, parce qu'il a été réédité chez All. Enfin, il est édité, il y a une version de All Play qui est absolument magnifique. C'est un jeu de Taiki Shinzawa. Donc, dans les émissions qu'on a faites avec Iso Bretnik et Flavien, quand on avait fait une revue des jeux de pli, jeux de défausse, on en a beaucoup parlé de Taiki Shinzawa. Et puis, quand on fait les émissions sur le Tokyo Game Market, c'est l'auteur notamment de Loose, qui est sorti récemment en France, de Ghost of Christmas et de plein de jeux de pli. Maskman. Voilà, et de American Bookshop. Voilà, qui est super. Qui est vachement bien. Super. Et Maskman, qui est... Tu vois, moi, j'aime pas beaucoup les jeux de pli, mais j'ai beaucoup aimé American Bookshop. Et Maskman, c'est très bien aussi. Donc, il est sorti au Japon, je crois, sous le nom de Cathy. Donc, c'est un jeu Nine Lives, parce qu'il y a des chats. Donc, ils ont 9 vies comme les chats. Alors là, moi, j'ai craqué, j'ai pris tout le upgrade possible du jeu, parce que moi, j'adore les chats. Je suis en train de voir les photos. Et il y a des petits la boîte. meeples. Je les ai apportés exprès pour que Pénélope les voit. Putain, ouais, ils sont beaux. Ils sont quand même classe. Vous voyez pas, ils sont magnifiques. Et alors, la particularité donc Taiki Shinzawa, il est connu donc pour ses jeux de pli. C'est un peu le maître du jeu de pli. Et aussi, c'est souvent des jeux de pli avec des paris. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on parie sur le nombre de plis qu'on va pouvoir faire. En fait, on va avoir d'abord une phase de mise, donc dans laquelle on va se placer. On a une sorte de petit tapis sur lequel on peut placer notre chat, avec le nombre de plis qu'on peut faire. Et la particularité, c'est que par exemple, si je suis la première à me placer, je vais pouvoir dire que je fais, par exemple, un pli. Ok. Mais je peux aussi choisir de placer mon chat, donc je vais placer en phase de 1. Mais je peux aussi choisir de dire que je vais faire 1 ou 2 plis et je place mon chat comme ça. Bien sûr. Quand j'ai choisi un pari avec une variable, enfin avec une sorte de fourchette, 1 ou 2, je gagnerais moins de points si je le fais que si j'ai choisi exactement ça. Mais le truc, c'est que si en choisissant ça, je vais progressivement... On avait cette mécanique dans Loose, si je dis pas de bêtises. Le truc, c'est que progressivement, on va bloquer les autres. C'est-à-dire que moi, si je me suis mise là, entre 1 et 2, tu pourras pas, il y aura un autre emplacement là, mais tu pourras plus. Après, on peut plus s'y mettre. Ouais. Donc, vous voyez pas à l'image, mais effectivement, il y a des emplacements. En fait, il y a des emplacements. Et tout le monde a, à un moment, les emplacements sont plus disponibles. Donc, si on passe en dernier à parier, c'est dommage. On va avoir des cartes dont on va voir les couleurs au dos, mais pas les valeurs. Et donc la particularité, après ça se joue comme un jeu de pli classique, c'est que celui qui remporte le pli
récupère du pli une carte qu'il va mettre dans sa main, mais bien sûr, il ne peut pas reprendre sa propre carte. Et la partie s'arrête quand un joueur ou une joueuse n'a plus de carte en main, en fait, quand on a terminé. Après, le scoring, on va jouer en 4 manches ou sinon le premier 4 à 9 points. Et bien sûr, selon la réussite de notre pari, le pari qu'on aura fait, eh bien, on va marquer plus ou moins 2 points. Ce qui est vraiment fort dans le jeu, moi, c'est un de mes jeux de pli préférés, en fait, de ce type-là. C'est vraiment cette phase de pari parce qu'elle est super stratégique à plus d'un titre. D'abord parce qu'en fait, forcément, en fonction de du risque qu'on va prendre, on va être plus ou moins récompensé, ce qui est assez logique, assez classique. C'est surtout qu'on bloque vraiment les autres. Et puis, si tu regardes sur le plateau, tu as 1, 2, 3, 4, 5, et le 5 est à côté du 1, 6 est à côté du 2, le 7 pli est à côté du 3, et 8 est à côté du 4. C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment, tu vois que si tu te redescends, tu repasses à 5 plis. Si j'avais dit que je faisais qu'un pli et qu'au final j'en fais 5, je peux encore m'en sortir. D'accord, ok, t'as ton pari et une porte de sortie en fait. Exactement. Si tu vois que t'as merdé, en fait, tu peux te dire bon bah tant pis, j'en fais plus et j'essaye d'atteindre le. Voilà, tu peux en fait avoir ce côté. En fait, c'est comme si ça avait des paris glissants quoi. Oui. Mais c'est dangereux parce que du coup, si t'étais parti sur 1 pour aller faire les 5, va falloir t'accrocher. Donc il faut que tu revoies toute ta stratégie. Enfin, c'est vraiment super. Il y a vraiment tout un petit jeu là-dessus, qui fait que même si les autres essaient de te coincer, t'as encore un moyen de t'en sortir, en fait, si t'es assez fort. Et puis, j'avoue aussi, de façon très superficielle, je trouve l'édition magnifique. Avec les petits chats en bois, je la trouve vraiment top. Ouais, il y a un vrai petit plaisir de jeu. Enfin voilà, je les montre à tous ça. Trop mignon. Voilà, oui. Et toi, t'as un problème avec les chats. Bah, moi, j'ai un problème parce que je vis avec Manaya, qui est quand même le plus beau chat du monde. Ouais. Et voilà. Et je trouve que c'est un des jeux parce que Taiki Shinzawa, il y a certains jeux où, tu vois, il a fait Ghost of Christmas où tu joues dans le passé, le présent, le futur. Donc, en fait, t'as 3 zones de pli. Et celui-là, je le trouve excessivement brainy et même difficile, en fait. Enfin, tu ressors de là, t'as à la limite la migraine. Et tous les jeux de pli, on le dit souvent, c'est toujours la même base avec un petit twist. Mais le fait d'avoir un twist, ça veut pas dire que ton twist est intéressant pour autant. Exactement. En fait, ça va pas forcément. Celui-là, je trouve qu'il est vraiment super réussi parce qu'il a plein d'éléments qui, c'est pas un twist pour dire qu'on a un twist. Il y a vraiment un intérêt à ça. Le côté blocage, ça rajoute vraiment une dimension un peu stratégique et ça va faire appel à tout ce qu'on a en connaissance de comment. Si t'es le dernier à choisir, comment tu vas faire pour t'en sortir, quoi. Donc parfois aussi, la carte que tu veux et le fait d'aller récupérer une carte, c'est super important en fait de bien choisir les cartes parce qu'en plus tu vois les couleurs que t'appelles, donc tu sais si la personne elle va potentiellement ce qu'elle va peut-être te dégager ou pas, quoi. Donc il y a vraiment tout un jeu. Je trouve que c'est un jeu que t'as plein de niveaux pour le jouer. Tu peux y jouer assez cool sans que ce soit, mais tu peux le jouer de plus ou moins stratégiquement selon ce que tu recherches dans les jeux de pli. Il y a des personnes qui vont jouer assez chill et puis les jeux de pli sans trop y mettre d'enjeu. Et puis t'as des personnes qui sont vraiment qui vont vraiment y mettre avoir des exigences. On les connaît. Voilà, et qui des extrémistes de du jeu de pli. On connaît quelques-uns et puis qui vont vraiment vouloir que tu joues bien, quoi, parce que le jeu de pli t'as vraiment une marge de progression énorme. C'est ça qui fait que certains jeux de pli sont pas accessibles en réalité. Si tu joues à la belote par exemple ou au tarot avec des gens qui jouent très bien et que toi t'as jamais joué, tu leur gâches leur pain. Tu vas leur pourrir la vie. Tu leur gâches la partie. Et puis ils vont te le faire sentir. Parce que tu vas faire des trucs improbables, imprévus et qui n'ont aucun sens. Ou si tu joues en équipe au jeu de pli par exemple et que ton partenaire te fait un appel et que tu ne comprends pas, ça peut être compliqué. Là, ce que je veux dire, c'est que tu as vraiment plusieurs degrés pour jouer au jeu et ça permet aussi même si tu t'es raté sur ta phase de pari, tu as encore des moyens de t'en sortir. Voilà, tu peux y jouer à plusieurs niveaux. Tu décevras pas les gens. Donc moi, c'est un de mes jeux de pli favoris. Un de ceux vraiment pour lequel j'ai un petit kiff. Et parce qu'en plus, il y a des chats dedans. Bah ouais. Forcément. Non, ça donne un petit peu envie d'essayer quand même ton histoire. Même si, bon, tu me connais, moi, le jeu de pli. Ouais. J'ai ce truc. Et on m'a posé la question de pourquoi j'aimais pas les jeux de pli. Et j'ai dit, c'est exactement ça. C'est peu importe finalement le twist que tu mets dessus, même ceux que j'aime, même le American Bookshop, même le Seven Yokai, même Cat in the Box, même tout. Le résultat, le feeling pour moi reste toujours commun. C'est un exercice mental qui consiste à quand même bien compter ce que les autres auront bien compté ce que t'as et faire le move. Enfin, le sentiment final reste celui du jeu de pli. Tu ne sors que très rarement.
C'est pour ça que j'avais bien aimé le jeu de Filet-O-Fish de Friedemann Friese qui avait introduit du deck building. Ou un petit deck building, oui. Enfin, en tout cas, le fait que parfois il faut mieux perdre pour aller récupérer des meilleures cartes. Et en fait, j'avais l'impression de jouer à un deck building jeu de pli, mais pas tout à fait qu'un jeu de pli. Mais c'est dur de sortir du sentiment premier et t'as juste des twists plus ou moins élégants. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, ça a l'air très élégant. Et d'ailleurs, on voit des points communs très forts avec son autre jeu Loose, donc, qui est sorti chez Yellow l'année dernière, et qui, on voit le pari en 1 ou 2, ou qui vont te faire des points, ou même le fait de voir les couleurs de l'autre. Alors, je crois que ça, et alors aussi, dans ce qu'ils ont rajouté dans la version française de Loose, et qui n'est pas dans la version d'origine, puisque c'était un jeu de 2014 à la base, comme tu disais, qui est sorti chez nous que 10 ans plus tard. Et en fait, de mémoire, une des différences, c'était sur le scoring. Tu sais, les scores ne sont pas les mêmes aux 4 manches que tu joues à Loose. Ça, c'est un apport de la VF. Mais effectivement, après, tu as toute cette phase sur les paris, et etc. puis, tu as ces cartes à double face. Ouais. Et ça, moi, ça me fait toujours... j'adore, moi, découvrir ça. Moi, quand tu racontes, je me dis, mais c'est génial, cet auteur, en fait, il a utilisé cette mécanique plusieurs fois et il tourne autour. Et c'est ce qu'on n'arrête pas d'expliquer et de raconter. Les jeux ne sortent pas comme un chapeau tout cuit. Oui. Moi, j'ai joué. Il y a des itérations. On en parlera peut-être dans un autre live, mais bon, le jeu n'était pas très bon. Mais j'ai joué à Andromeda, qui est un jeu d'Alan Hermoun. Faut que je t'en parle parce que faut que tu vois à quoi ça ressemble et c'est très marrant. Mais on voit des prémices des aventuriers du rail avec exactement le même marché de cartes, la collecte de cartes par couleur. T'as exactement la même mécanique et tu te dis, bah oui, c'était déjà là. Et en fait, les jeux, ils arrivent pas comme ça. En fait, c'est ça, c'est que tu as des auteurs qui vont tourner autour, qui ont des idées phares et qui vont faire des itérations, voir comment ils peuvent pousser ces idées à l'extrême, ou tu as des gens, comme on avait dit, certains auteurs qui font des trucs... Voilà, ou Vladash Fatil qui fait des jeux ultra différents les uns des autres. Et à chaque fois, il tape fort. Hein. Et je pense que c'est des questions de tempérament, dans le sens où aussi peut-être de notion d'achèvement, en fait. Tu vois, ils se disent je l'ai fait, c'est bon, c'est fait, pas besoin d'y revenir. Alors qu'il y a d'autres personnes qui cherchent une sorte de perfection, peut-être qu'ils sont dans une quête de la perfection. Donc Vladash Fatil, il s'est juste dit tiens, c'est bon, j'ai fait Codename, j'arrête maintenant. Voilà, c'est ça, il se dit je peux y aller. Et c'est vrai qu'il a fait des jeux super différents quand tu regardes tout. C'est pas du tout. Il est très éclectique dans son style. Et là, t'as quelqu'un qui quand même tourne autour des mêmes idées, tout en créant des jeux de pli et qui sont quand même mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, du jeu de pli, même presque, parfois on s'en plaint, on en bouffe tellement. En fait, on aimerait bien que tout le monde. Il faut arrêter d'en faire tout le temps. Il faut arrêter d'en faire pour commencer à les réapprécier. Le problème de tout, c'est comme le roll and write qu'à un moment on a trop bouffé. On en avait à toutes les sauces. Et maintenant, moi, je réapprécie le roll and write. Les jeux où les scorings sont changeants. En fait, c'est toi qui détermines ton scoring. À un moment, on a eu plein de jeux comme ça où il fallait les scorings. C'était si tu faisais telle tuile, tu prenais telle tuile et tu pouvais t'adapter. En ce moment, j'en peux plus des constructions de tableaux non plus. Hein. Tu prends ça, tu le mets dans ton tableau. Oh là là. Et pourtant, j'adore. C'est une mécanique que j'aime beaucoup, mais on nous le ressort, on nous fait, on sait que ça marche, donc on fait tout ce qui ressemble pendant un certain temps. Bon, c'est comme ça, mais effectivement, en ce moment, le jeu de pli, on en mange et on en remange et on en remange. Je pense qu'on est quand même sur la phase descendante. Ouais. Parce que là, ça a été les 2-3 dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet pas. C'est surtout que la profusion ne permet pas forcément de faire le tri entre les très bons et les moyens. Bien sûr. Et c'est dommage parce qu'en réalité, on a une vision, on a un truc un peu flou de tout ce qui existe et on n'a plus la capacité, effectivement, comme tu dis, à distinguer ceux qui sont vraiment bons. Là, par exemple, il y a Yokai Septet qui vient de sortir. Exceptionnel. Qui est là. Chez Matago. Je l'adore. Tu vois, celui-là, je l'aime beaucoup. Et c'est un jeu. Il me semble que c'est un jeu de celui qui a fait Cat in the Box. Muneyuki Okushi. Voilà, donc qui a fait Cat in the Box et Yokai Septet, tu vois, il vient de sortir. Ça fait. Alors en français, parce qu'il était déjà sorti, en fait, il existe depuis plus longtemps. Mais quand tu joues à celui-là, tu dis ah non, mais celui-là, il est vraiment bien en fait. Exactement. Voilà. Mais comment donner l'envie aux gens d'y jouer quand ils se sont tapés 18 jeux de pli avant. Comment tu dis quand ça fait, t'as entendu 15 000 personnes, le 15e influenceur qui t'explique que c'est le meilleur jeu du pli avec le meilleur twist et que t'as envie de dire aux gens mais non mais celui-là il est vraiment bien, mais en fait à un moment les gens n'y croient plus. Exactement. Et j'espère qu'il sera pas noyé dans la masse des jeux de pli moyens.
va dire mauvais qui sortent, quoi, en fait. Oh là là, oui, non, ça serait... Non, il y en a des terrifiants. Je vais pas les citer là, mais il y a eu des trucs terrifiants qui sont sortis dernièrement. Tu peux le dire et puis on les coupera. Non, on en parlera en antenne. On en parlera en antenne. Ouais. Écoute, ça fait 1 heure. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si on refait encore 2 jeux... Ah bah c'est toi qui vois, moi j'étais chaud. Bon alors vas-y, allez. Pénélope a dit on va faire péter la durée du podcast. On s'en fout. Non mais je termine sur un bonbon en plus. Un jeu que j'adore. Un jeu que j'adore. Ah, je te l'ai pris. Il est sorti en 2012, donc effectivement il est pas si vieux que ça. Lords of Waterdeep. J'ai pas pris mon anti-sèche, je ne sais plus qui sont. Alors attends, je vais me les remettre. C'est Peter Lee et Rodney Thompson. Voilà. Lords of Waterdeep, c'est c'est pas le meilleur jeu de pose d'ouvrier de tous les temps. Je peux pas dire ça. Non, vraiment. Bien sûr. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus un jeu expert pas du tout. profond. Avec... C'est ce qu'on appellerait un initié aujourd'hui. Non, c'est un initié. C'est un jeu. Vraiment pour moi, c'est un jeu chausson. C'est un jeu dans lequel je m'installe devant la table et je suis là. On n'est pas bien là. Ah, exactement. On n'est pas bien. On va pas se faire genre une petite partie de Lords of Waterdeep. On serait pas au top là. Ouais. Premièrement, parce que le thème c'est Donjons et Dragons. On est dans la ville de Waterdeep et graphiquement le jeu il est super. Ça t'envoie tout ce que t'as, ton imaginaire. Et là, la boîte, bon. Mais alors le plateau est un peu encombrante. La boîte est un peu encombrante. En plus, tu peux pas la mettre de travers. Elle se ferme pas complètement. C'est l'horreur. Le jeu n'a jamais eu de version française. Non. Alors, de ce que j'avais compris, le problème, c'est un problème de droit en France pour le faire, de licence. C'est le fait que ce soit la licence. Ce qui est bizarre, parce que le même Peter Lee, il a fait aussi Tyran de l'ombre terre. Qui est sorti, qui est aussi dans la licence Donjons et Dragons et qui lui a été localisé par Pixie Game, il me semble. Et je ne comprends pas pourquoi Lords of Waterdeep, lui, a pas eu le même sort. Donc c'est-à-dire que c'est possible. Ou alors est-ce que maintenant on estime que c'est trop tard pour le localiser ? Je pense qu'en fait, déjà, la licence Donjons et Dragons, en fait, dans Tyran de l'ombre terre, tu la vois moins, la licence. Je pense que la licence était plus... Parce que c'est vraiment chez les drôles, tu vois, vraiment... C'est pas la même époque. Je pense qu'à l'époque, les Donjons et Dragons, ça faisait un peu peur. C'était pas des thèmes européens. Je pense qu'en fait, quelque part, son créneau de temps est passé pour être localisé. Son créneau de temps est passé, et au niveau de, on l'a dit il y a 2 secondes, au niveau du placement d'ouvriers, entre-temps, on a eu plein d'autres choses. Et on a eu des choses qui étaient même plus avancées, plus évolué, plus profonde. Le jeu reste léger, mais en fait, alors juste pour rappeler un petit peu ce que c'est que Lords of Waterdeep, Lords of Waterdeep, c'est l'Eurogame pour les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, le Caylus sort en 2005. On a eu juste avant un peu Bus, mais en gros, le placement d'ouvriers apparaît dans ces eaux-là. Caylus Agricola et puis la messe. Exactement, 2005-2007. Stone Age 2008, donc il y a déjà pas mal de jeux de placement d'ouvriers qui s'installent, mais le placement d'ouvriers ne prend pas aux États-Unis parce que en fait les Américains, ce qu'ils aiment, c'est la figurine, les dragons, les donjons. Tu veux dire qu'ils n'ont pas envie d'être des paysans Non, allemands, ça les branche pas. Et c'est la grande époque du fameux Eurogame, Ameritrash, et c'est là qu'on parlait d'une vraie division, hein, et c'était les 2 types de jeux, ça ne cohabitait pas. Et en fait, un jour arrive Lords of Waterdeep, et si on faisait un placement d'ouvriers Eurogame avec un thème Ameritrash, avec un thème de donjon, en vous expliquant que vos petits ouvriers, c'est des aventuriers que vous recrutez pour les envoyer faire des quêtes. Donc, ils vont dans des bâtiments dans Waterdeep, qui est la ville de Donjons et Dragons, pour aller recruter des gens, prendre de l'équipement. Vous préparez votre quête. Vous allez piocher des cartes objectifs qui sont en fait des quêtes. En fait, c'est un jeu d'aventure déguisé, enfin c'est un jeu Eurogame déguisé en jeu d'aventure. Avec un univers... Avec une super idée mécanique que moi j'adore, qui est l'achat de lieux de pose d'ouvriers, c'est-à-dire que vous avez des bâtiments sur le plateau, et c'est un des premiers jeux à avoir fait ça d'ailleurs dans le placement d'ouvriers, c'est-à-dire que vous pouvez à un moment dire, moi je vais acheter une auberge, ça sera mon auberge, et quand vous viendrez dans cette auberge, j'aurai un bonus. Vous aurez plus de choses, donc c'est plus intéressant, et moi j'aurai un bonus, et donc le plateau sera évolutif à chaque partie. Vous aurez jamais le même plateau parce qu'en fonction de qui joue, on n'achètera pas les mêmes bâtiments. Ça assure un renouvellement, même si c'est un jeu qui quand même va se ressembler d'une partie à l'autre, un peu comme un Stone Age ou un Caylus. On n'est pas on sort pas des rails. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en vrai, quand il joue, si tu en fais beaucoup de parties d'affilée, c'est quand même, t'as quand même le même feeling, hein, quel que soit d'ailleurs le lord que tu incarnes, parce qu'on te donne une carte lord qui est un peu un truc de scoring final. Ouais. En vrai, il peut rien avoir 200 des lords, ça ne change rien à ton ressenti, quel que soit le... Que dalle. T'es quand même vraiment dans un Eurogame.
et tu peux te raconter ce que tu veux. En fait, le plaisir du thème, il est dans le thème lui-même. Il n'est pas dans ce que tu vas ressentir. Non, j'ai pas l'impression de partir à l'aventure et tout. Mais c'est tellement beau à regarder sur la table. C'est tellement génial d'avoir l'impression d'être dans cet univers-là, d'avoir le droit d'être américain, nous aussi. Je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve que c'est un jeu dont l'univers choisi et tout ne fonctionne pas parce que mécaniquement, c'est ce que tu fais. Exactement. Mais uniquement parce que la licence a une telle puissance et une telle aura que c'est ce que les joueurs et joueuses vont projeter dans le jeu. Exactement. Qui fait le taf. Et c'est le plaisir d'y être. Et moi, quand j'y joue, je vois mes petits bonhommes, les violets, c'est bien. Je crois que c'est les mages. Et puis t'as les mages, normal. Voilà, le noir, je crois que c'est le roublard. Le petit bonhomme rouge, c'est le guerrier. Et j'arrive, alors que franchement, en vrai, ce serait des cubes, ce serait la même. D'ailleurs, c'est pas des cubes. Je crois que moi j'avais des petits meeples. C'est je crois qu'on peut avoir des petits meeples jolis. C'est des cubes ou des petits meeples. Tu peux acheter du matériel upgradé pour ça. Et toi, t'aurais acheté ce matériel. C'est possible parce que je crois que c'est le genre de jeu où j'avais envie d'avoir les petits meeples. Il faut savoir que si vous voulez découvrir le jeu et que vous ne l'avez pas, il existe une application pour iPad qui est magnifique. Il y a des animations et tout. Ils ont vraiment fait une super adaptation. Et tu vois, moi je trouve que, alors c'est dommage parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas de VF, donc tu peux pas faire jouer des personnes qui parleraient pas du tout anglais parce qu'il y a quand même des cartes, il y a des cartes intrigues qui ont des pouvoirs que tu peux pas aller demander à quelqu'un de te les traduire parce que ça casse un peu le truc. Et puis il y a quand même un peu de texte sur certaines cartes, mais c'est dommage parce que je trouve, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de placement d'ouvriers pour apprendre le placement d'ouvriers. Le placement d'ouvriers. Non mais on est d'accord, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est relativement très accessible. Il est d'une difficulté 2.5 sur et il BGG. n'est pas comparé à un Agricola ou même à un Caylus, il n'est pas très punitif. Il est plus simple, il est plus chill, diraient certains de notre temps. Non, mais c'est beaucoup plus tranquille. T'es là pour passer un bon moment. Il est plus gratifiant pour les joueurs et joueuses. Tu te dis pas, ah putain, en fait, j'ai tout raté. Le jeu dure même une partie entre 1 heure et 1 heure et demie. Même à 5 joueurs, ça doit pas dépasser beaucoup 2 heures. Le matériel est magnifique. On a une interaction qui est chouette, qui est indirecte par ces bâtiments qu'on construit. On va favoriser les autres. Voilà, il se passe plein de choses. C'est vraiment le jeu qui a, je pense, voulu draguer les Américains en leur disant « Mais si, regardez comme c'est bien de placer des petits cubes. Regardez comme... » On a voulu leur... « Ah, vous aimez les dragons ? Ok, on va vous mettre des dragons, mais vous allez pas pour une fois lancer des dés pour vous mettre sur la tronche. Vous allez aller à l'auberge pour récupérer des machins. » Et ça marche. C'est vraiment un jeu doudou. Pour moi, c'est un jeu que j'ai acheté. C'est un des tout premiers placements d'ouvriers que j'ai acheté. Je me souviens encore, j'étais rentrée dans la boutique pour acheter Caylus. Et je suis rentrée dans la boutique, j'ai acheté Caylus. Le vendeur m'a regardé, il m'a dit « Vous prenez Caylus ?» J'ai fait « Oui ». Il m'a regardé, il m'a dit « Vous êtes sûr, vous voulez pas celui-là ?» Et il était en train de jouer à Lords of Waterdeep et il m'a dit « Ça, c'est génial ». Et donc, j'ai acheté les deux. Et je voyais les yeux, je revois les yeux du vendeur. Moi, j'étais jeune joueuse, tu vois, et je revois les yeux du vendeur pleins de lumière et d'étoiles. Tu sentais que c'était la grande époque de la découverte de ces placements d'ouvriers. Et puis là, comme tu dis, d'un univers Donjons et Dragons qui est hyper porteur, voilà, qui est magique, qui fait rêver plus, effectivement, que peut-être Caylus, qui était en plus... Caylus, moi, j'adore le thème, j'adore ce qu'on y fait, je me lasse pas. L'illustration, par contre... ça coinçait un peu, alors que là t'avais un plateau dans Lords of Waterdeep qui te donnait, c'était déjà un peu en avance sur le beau jeu d'aujourd'hui et moi je trouve qu'il a pas trop vieilli et moi j'y joue régulièrement sans aucun, tu vois, sans il a pas à rougir, et les extensions sont très bien en plus, vraiment, donc et c'est vraiment ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. C'est vraiment, et t'as raison de le dire. Je pense que je le mettrais, je me dis tout le temps, un jour il faudra que je fasse mon top 10 des jeux d'introduction aux jeux de société, et je pense que je le mettrais dans un top 10 des jeux à faire jouer en premier à quelqu'un qui a envie de découvrir le jeu de société, pour lui dire le placement d'ouvrier, c'est ça. Voilà. Et ça peut te faire kiffer comme ça. Celui-là ou Stone Age, tu vois, c'est un peu les deux, parce que Caylus, c'est quand même assez abrupt, assez aride, et après ils sont très vite, c'est devenu trop chargé, plus compliqué et c'est, en fait, je repense à ta formule de Dominion, c'est du deck building et rien que du deck building. Le Lords of Waterdeep, c'est du placement d'ouvriers et rien que du placement d'ouvriers. Avec de la livraison de ressources. Avec de la livraison de ressources et des objectifs. Et il le fait extrêmement bien dans un magnifique écrin. Donc voilà, si vous n'avez jamais joué à Lords of Waterdeep, on vous y invite. Eh ben écoute, moi aussi je vais te parler d'un placement d'ouvriers. Allez. Qui est nouveau un jeu de 2015, donc on n'est pas si... Tu t'arrêtes pas de tricher, toi, en fait. Ouais, je suis à la limite, mais en fait, j'avais envie d'en parler parce que j'en ai fait plusieurs parties récemment. En fait, pas d'affilée, mais tu vois, je me suis aperçue que je l'avais ressorti et que, en fait, on y avait joué pas mal de fois.
C'est The Prodigal's Club. J'y ai pas joué à celui-là. Un jeu de Vladimir Suchý avec une couve de toute beauté. Ouais. Voilà. Mais kitsch. Je suis en train de regarder, on est dans le kitsch. Alors en vrai, par rapport à la proposition du jeu, c'est pas complètement délirant que ce soit kitsch parce qu'en fait, il y a vraiment un côté un peu décalé dans le jeu. Donc c'est un jeu de Vladimir Suchý de placement d'ouvriers. L'idée, c'est qu'on incarne. En fait, c'est un jeu. Il a fait un premier jeu qui s'appelait Last Will et Prodigal's Club, c'est un peu une suite. Et d'ailleurs, tu peux jouer en combinant les deux. Mais dans Prodigal's Club, on incarne en gros des personnes de la bonne société victorienne, assez oisives. Et le but du jeu, ça va être vraiment de descendre dans notre réputation dans cette société en perdant le plus d'argent possible, en perdant des élections et en commettant des impairs dans des réceptions mondaines pour avoir vraiment une réputation. Enfin, être vraiment. Moi, ça m'a rappelé un jeu. Je sais pas si tu connais un vieux jeu des années 80 qui s'appelait Le Flambeur chez MB. Non. Où c'était, on devait perdre tout son argent comme ça, mais sauf qu'on perdait l'argent de façon complètement random. C'est-à-dire que tu avais un truc où tu allais au casino, et évidemment, tu pariais sur des courses de chevaux, etc. Mais c'était random. Là, c'est un jeu où tu perds ton argent, enfin, tu vas perdre ton argent, ta réputation, tes élections, mais de façon beaucoup plus stratégique parce que derrière, il y a une mécanique. Mais moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et il y a le même côté dans le Flambeur, tout était un peu... il y avait des petites touches d'humour plus ou moins drôles, on était quand même dans les années 80, donc c'était limité, mais il y avait aussi le jeu de Mad Magazine comme ça, où tu devais perdre tout ton argent avec des trucs complètement barrés. Et moi, ça m'a vraiment rappelé ces jeux-là quand on m'a dit, voilà, le but du jeu, c'est de faire ça. Ça m'a rappelé des jeux que j'ai eu enfant, donc c'était assez drôle. Donc là, on va se placer, il y a 3... Alors, si tu joues avec la version complète, sans Last Will, tu as 3 modules. Et effectivement, tu vas te placer, tu vas faire du placement d'ouvriers pour pouvoir récupérer c'est pas vraiment faire des axes. Il y en a qui vont te déclencher des actions, il y en a qui vont te permettre de récupérer des tuiles, il y en a qui vont te permettre de vendre des objets. Et chaque module où tu peux te placer comme ça, forcément, les actions que tu vas faire sur la partie élection, le but, bien sûr, ça va être de perdre le plus possible de points à la fin du tour. Idem pour la piste de réputation, idem pour la piste d'argent. En fait, la piste avec l'argent, c'est tu vas avoir des objets et le but, c'est d'arriver à les revendre pour récupérer des moins chers. En fait, faire que des moins-values, quoi. Ce qui est assez drôle, c'est que donc tu récupères des cartes tout au long du truc. Et une fois qu'on a placé nos ouvriers et qu'on a récupéré nos cartes, on va jouer nos cartes. Il y a des cartes qu'on joue one shot qui te permettent par exemple de diminuer sur la piste. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais sur la piste de réputation mondaine, tu vas pouvoir faire descendre tes bonshommes, etc. Ou tu vas pouvoir faire perdre sur ta piste de réputation politique. Et il y a aussi des cartes que tu vas pouvoir placer devant toi, qui vont être là sur le long terme, et ensuite que tu activeras en fonction du nombre de symboles que tu récupères. Et tes symboles, tu vas les avoir sur les petites tuiles que tu vas pouvoir choper à des endroits, ou bien sur certaines de tes cartes, ou sur certains endroits de ton petit plateau. Et donc le but, c'est aussi de bien imbriquer tous ces trucs-là pour optimiser tes pertes globales, quoi. Arriver à perdre. Le jeu s'arrête quand alors ça, c'est hyper sûr que ça va comprendre. J'ai toujours du mal à l'expliquer, mais en gros, le jeu va s'arrêter quand a soit plus d'argent, soit est arrivé à 0 en politique, soit est arrivé à 0 en réputation mondaine. Et là, c'est pas parce que t'es le premier à l'avoir fait que t'as gagné. Ensuite, on va regarder la piste où t'en as le plus, où celui-là en a le plus. Et c'est celui qu'on aura le moins dans là où t'en as le plus qui aura vraiment gagné. Mais non. Donc en fait, je peux être en bas de la réputation mondaine. Si toi, t'as plus du tout d'argent et que moi, il me reste que 5 pièces et que j'ai déclenché la fin de partie, j'aurais quand même perdu. Ah merde. Donc en fait, il faut être le moins bon dans les deux, quoi. Ou il faut que t'arrives à être vraiment nul partout. Ou alors, je sais plus si on fait pas une somme. J'ai un doute là-dessus, tu vois. Non, mais en gros, il faut que tu sois nul. Et il faut pas forcément être celui qui déclenche la fin de partie. C'est pas parce que tu as déclenché la fin de partie et que tu es premier à arriver à 0 quelque part que tu vas gagner. Voilà, c'est ça. Le vainqueur est le joueur dont le score le plus élevé est le plus élevé parmi les 3 modules et le plus bas. Imagine, je suis à 0 en argent, 1 en politique et j'ai 5 pièces. On va regarder, du coup, ça va être les pièces. Et si c'est. Donc, c'est le truc qui m'en reste le plus. Et après, on va regarder qui parmi nous tous a le moins en pièces. Faut être le plus nul partout, quoi. Donc, en fait, c'est un peu, tu sais, c'est les trucs où tu te dis, tu peux pas aller sur une seule piste. Faut que tu sois nul partout, mais si tu descends trop vite, c'est toi qui déclenches la fin de partie. Voilà, il y a de fortes chances que tu perdes. Voilà, exactement. C'est un peu comme les scorings, tu sais, le scoring à la Clinidia, on dit il y a plusieurs pistes et c'est la piste où t'es la moins élevée qui compte, en fait. C'est celui-là qu'on retiendra, quoi. De toute façon, on adore ces jeux qui ont des mécaniques, qui te prennent à contre-pied et qui te font faire un truc qui sorte de l'ordinaire. Là, on te dit, en gros, faut que tu sois mauvais. Et c'est tellement c'est tellement à contre-pied de la logique de plus d'argent, plus de ressources, plus de points.
Là, c'est le contraire, mais il faut vraiment être mauvais, très mauvais. Tu peux même pas te contenter d'être bon dans la nullité, parce qu'en allant très très vite à érocher une nullité particulière. Oui. Tu vois, tu peux même pas faire ça. Il faut vraiment que tu t'appliques à être vraiment très naze. Enfin, vraiment mauvais dans tout. Là, et tu peux pas ça me fait envie. Typiquement, ça me fait hyper envie. C'est vraiment un jeu auquel j'ai pas l'impression d'avoir joué 100 fois, parce que tu as ce côté placement d'ouvriers, tu as ce côté de un peu pas de programme, mais de comment bien gérer tes cartes. À quel moment? Parce que tu as des cartes que tu peux garder d'un tour à l'autre, donc tes cartes one shot, t'as pas toujours intérêt à les garder, à les jouer tout de suite. T'as ce côté de, il faut que tu regardes où en sont les autres sur les autres pistes, parce que faut pas, il y a des moments faut plus que tu descendes. Enfin, t'as pas intérêt à descendre, donc peut-être t'as pas intérêt à jouer la carte qui va te faire descendre et te faire passer à 0. Oui, parce que t'es pas encore au point sur l'autre piste. Et c'est un jeu, et plus tu y joues, plus tu vois finalement toute la dimension globale. En fait, c'est vraiment un truc qui est pensé globalement, et tu comprends ça que une fois que tu as joué. Et peut-être même rejouer. Et c'est un jeu, je vois que c'est un jeu de Vladimir Sushi. Ça me fait mal, parce que Vladimir Sushi, je sais qu'il a fait des trucs excellents dernièrement. Il nous sert tellement des jeux moyens. Je sais pas si t'as joué au tout dernier de Vladimir Sushi. Non, c'est Rezafa. Voilà, il y a eu Rezafa, il y a eu un petit peu avant, il y a eu Woodcraft. Ça, j'y ai pas joué. Moi, j'aime bien Underwater Cities, comme tout le monde. Non, mais ça c'est exceptionnel. J'ai bien aimé Messina. C'était un de ceux que j'avais bien aimé aussi. Et Praga, t'aimes bien? Praga, j'ai bien aimé encore. Moi aussi, j'adore l'histoire de. Mais les derniers sont. En fait, il s'autoproduit, donc il s'auto-censure pas là. Il y a des trucs. Friedman Friso, il s'auto. Donc il est bon dans les. Ça l'a dit. Mais ça fait envie quand tu racontes comme ça. La couverture, en plus, pour être tout à fait honnête, même si elle est particulière, moi, c'est exactement le genre de couverture qui me donne envie de jouer. Il y a beaucoup. Ah oui, et ce que j'ai pas dit, c'est qu'à la fin de chaque tour, il y a aussi un événement. Il y a un événement qui est tiré, je crois que c'est Dame Béatrice. Et il y a un événement qui est tiré, un événement qui va bien te faire chier, qui va te faire remonter des trucs, qui va te causer des... Qui va être sympa, quoi. Voilà, qui va te faire... c'est bon. Oh non, elle me donne des thunes. Et forcément, il y a un emplacement, il y a un endroit où tu peux te placer avec un de tes meeples pour éviter l'événement. Et alors ça, je peux te dire que généralement, moi qui vis très mal les événements comme ça un peu violents, en général, tout de suite, je vais me placer quand je sens que ça va être une catastrophe pour moi. Parce que par exemple, je crois qu'elle a fait que la piste de réputation mondaine, elle te fait remonter sur cette piste-là, et t'as vraiment pas envie, quoi. Oui. Vraiment pas envie. Parce que tu galères bien à les descendre. En fait, je crois que t'as 2 hommes, 2 femmes à faire descendre... Tu t'appliques à les faire vraiment baisser dans l'échelle sociale et pour plus être invité aux soirées. C'est rigolo, il y a un jeu qui est sorti là récemment que j'ai joué, que j'adore parce que, en fait, j'adore ces jeux qui prennent à contre-courant de ce que tu fais d'habitude. Est-ce que tu as joué à Moon Colony Bloodbath? Non. Est-ce que tu en as entendu parler? C'est le dernier Vaccarino qui a un look. Pas encore joué, mais moi je l'ai dans mon radar depuis un petit bout de temps. Il a un look de jeu qui serait sorti déjà. Moi j'appelle ça un pré-vieux, c'est-à-dire il est déjà vieux. Il est un peu vintage. Oui, il est vintage et il y a des points communs dans la couverture, dans cet état d'esprit un peu déconne, un peu. En fait, moi ce que j'aime bien, un peu détendu du slip. En fait, moi c'est ce que c'est un truc pareil, décontracté. C'est ça, décontracté du gland. Mais non, mais c'est vrai que en fait, j'y pense beaucoup, mais quand je joue à ces vieux jeux, je suis toujours agréablement surprise de voir que t'as des couvertures un peu rigolotes, des personnages un peu subversifs. Des trucs qui se prennent pas au sérieux. On est quand même dans la pure période en ce moment de les jeux. Alors c'est bien, je suis content, mais on a beaucoup des jeux, c'est la nature, l'écologie. Faut surtout faire mal à personne, faut surtout pas incarner des personnages négatifs, faut surtout pas. Et du coup, t'as un peu, il y a plus ces trucs un peu foutraques et pourquoi pas. Enfin, je veux dire, il y a rien dessus. Là, on a envie de jouer ces personnages un peu moches qui perdent leur argent. En fait, on a envie d'être dans Moon Colony Bloodbath avec cette gueule et de perdre toute notre colonie en 2 secondes. Et la couve, en fait, elle est objectivement pas très belle, mais en fait, elle va très bien avec l'esprit du jeu. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'elle soit comme ça. Bien sûr. Parce que c'est tellement... Il y a un côté complètement... Il y a un côté assez humoristique dans le parti pris du jeu. Donc, tu peux pas avoir un truc qui serait magnifique, style victorien, très beau, très léché, et tout. Enfin, tu vois, comme on pourrait s'imaginer. Obsession, et tout. Voilà, c'est ça. Il faut pas que ça peut pas être ça. C'est pas l'idée pas l'idée de ce que tu fais. Et une couverture, en dehors même de savoir si elle est belle ou pas intrinsèquement, voilà. Il faut quand même qu'elle te donne une idée, elle t'insinue l'idée de ce que tu vas faire dans le jeu. Comme la couverture de haute tension. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis que les couves de Clémence France, il y en a plein qui trouvent ça moche, mais en fait, Clémence France, tu vois une de ces couves, tu sais à quoi tu vas jouer. T'as pas besoin d'en avoir.
tu sais à quoi tu vas jouer. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu vas pas jouer à party game, a priori. Enfin, tu sais que tu vas partir sur un jeu à l'allemande et c'est très. Et en fait, ça fait partie d'ailleurs de l'identité, ça même, fait je partie pense. des codes. Voilà. Ça fait partie de comprendre Et moi, j'aime bien cette décontraction de ce genre de couverture et ce genre d'humour. Aujourd'hui, on est quand même dans une ère extrêmement sérieuse. Il y a assez peu de jeux. On en trouve un peu plus en Asie, on en trouve un peu plus en Allemagne. Il y a aussi en France, c'est très très sérieux. Il y a quand même beaucoup de trucs qui sont pas drôles, quoi. Alors, oui, c'est pas drôle. C'est pas toujours mais parce qu'on drôle. vit une époque qui est ultra calibrée, où les styles de jeu ont tendance à se standardiser. On fait des jeux qui ont des thèmes types, qui vont avec des mécaniques types, et on nous sort des trucs qu'on a l'impression d'avoir déjà vus parce que on veut surtout pas froisser le joueur. Donc, on fait un jeu qui est un tableau building, ça va être des robots avec des lignes de robots qu'on construit. Et on oublie de mettre de l'humour, on oublie de mettre des trucs un peu cons, on oublie de mettre des personnages en caleçon sur les couvertures. Non, mais c'est vrai, le nombre de jeux des années 80, 90, 2000 où vous avez un personnage en caleçon sur la couverture ou sur une carte. C'est un caleçon vraiment très kitsch, quoi. Mais oui, avec des petits cœurs et tout. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus cette espèce de... alors je veux pas dire on peut plus rien dire, c'est pas ça. C'est pas ça l'esprit, c'est vraiment plutôt la notion mais aussi un peu d'autodérision. D'une autodérision, mais aussi je pense qu'il y a une peur aujourd'hui de pas vendre. Il y a une vraie c'est pas tellement. En fait, il y a une volonté d'être consensuelle en réalité. C'est une volonté d'être consensuelle plus qu'une peur de parler de certains sujets. C'est aujourd'hui on sait que c'est difficile de vendre des jeux. Et on a peur de sortir des rangs parce qu'on se dit oui d'accord, ça me fait penser à Prey Another Day qui avait ce visuel tellement génial, complètement décalé. De la boîte allemande. Pourquoi ils ont pris un autre visuel ? Parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'ils ont eu peur que le visuel soit trop tranché, que ça ne plaise pas au plus grand nombre et qu'ils ne vendent pas. Et résultat, on se prive de quelque chose qui a du caractère et de l'autodérision, et tu l'as dit, et des personnages un peu bizarres, et quelque chose qui ressemble finalement plus à l'humain, parce que c'est bizarre ce qu'on est. Et on rentre dans des choses plus lisses, plus consensuelles, dont on espère qu'elles se vendront mieux. Et heureusement, on a encore des jeux qui sortent de temps en temps. Donc merci pour la découverte de Prodigal's Club. Moi, j'ai jamais joué, tu m'as fait jouer. On y joue la prochaine fois. Avec grand plaisir. Écoute, on va s'arrêter là. On a été un peu plus long qu'on ne le pensait. Oui, mais on a fait les 6 jours, on avait envie. Ouais, mais personne s'est ennuyé, je pense. Non. Merci encore 1000 fois, Pénélope. Mais merci à toi, c'est super. Bon. Prête pour le 3, c'est OK ? Je sais pas, je m'y préparerai comme d'habitude à la dernière minute. Mais non, je sais que tu as déjà 15 idées dans la tête qui pop. De jeu, ouais. Et puis l'idée c'est en faire 3 ou 4, enfin 3 je pense à peu près. 3 c'est 3-4 par an, comme ça un bon rythme. Ça me paraît pas mal. C'est cool. Merci encore et on remercie tous les auditeurs et auditrices qui écoutent. Et à bientôt, salut. Ciao. Cette émission, enregistrée en présentiel le 9 septembre 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.